Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Père Castor. Puisque c'est la journée de la Data Slate et du Munitorum Field Manuel pour Warhammer 40 000. Depuis le samedi 24 mai était en précommande et est donc sortie officiellement la nouvelle saison pour Warhammer 40 000 2025-2026 avec des nouveaux scénarios. On entend donc nouveaux déploiements, principe de challenger qui arrive, nouvelles péripéties si on décide ou pas de jouer avec. Et tout ça n'était vraiment viable que dans la vision complète de Game Workshop avec donc la Data Slate, c'est-à-dire les changements potentiels des règles, les change rules, et aussi le Munitorum Field Manuel, tout simplement les changements de coup en point qu'on va voir ensemble. Avant de rentrer dedans, quel était ton constat sur ce qu'on appelle la méta, c'est-à-dire la température de Warhammer au moment donc de la fin de Nexus Paria, la dernière saison? Oui, d'ailleurs, nouvelle saison, ça s'appelle comment? Saison 2025-2026. Donc on est sur une véritable créativité. Écoute, le constat c'était qu'on avait une méta qui était assez résolue. Donc il fallait un vent d'air frais sur cette méta qui était le bienvenu. Un premier sujet, c'est, vous m'avez déjà entendu le dire certainement, je trouvais que les games devenaient de plus en plus scriptés, notamment avec les armées qui étaient en capacité de pousser l'adversaire. Les armées de corps à corps, donc le script étant le suivant: T1 Advance, T2 Stage, T3 Stage, T4 Push. On installe un verrouillage de la partie pour organiser la récupération des points de primaire, et comme de toute façon la partie se termine au tour 5, on envoie son armée à la tête de son adversaire, tour 4, tour 5. Ça, c'était très scripté. En tout cas, c'était en train de devenir de plus en plus scripté. Et là, avec le mécanisme des cartes Challenger qui viennent du coup déverrouiller un petit peu ça, ce script d'ailleurs étant lié à l'effet mission secrète qui arrive au T5, tu ne peux pas pousser trop tôt dans la game parce que si tu te fais contre-pousser, tu te fais renverser par une mission secrète. Mais là, du coup, on risque d'avoir des games qui vont être beaucoup moins scriptés, beaucoup plus intenses sur les 5 tours, beaucoup moins orientés sur le T3 et le T4. Donc moi, ça me fait beaucoup de bien, parce que j'aime bien la nouveauté, 2, j'aime pas le script. Et on avait une méta qui était quand même de toute façon très équilibrée, qui était très plaisante à jouer. On est sur la meilleure version à laquelle moi j'ai joué. J'ai fait V8, V9, V10. Franchement, il n'y a rien à dire, V10 c'est énormément de plaisir. Voilà, donc moi je suis très excité de découvrir avec vous ce Munitorum Field et la Data Slate qui normalement devrait venir poser un petit peu the cherry on the cake. Yes, et présenter en tout cas la version globale pour ces 7 dernières ou ces 2 dernières années pour cette édition de Warhammer 40 000. Il y a aussi un troisième document qui va être disponible qui est le Tournament Compagnon, donc en fait qui est ni plus ni moins que à la fois des clarifications de règles ou de comment est-ce qu'on doit jouer en tournoi, par exemple aussi des modifications déjà apportées sur cette saison au niveau des objectifs fixes pour apporter un jeu beaucoup plus équilibré, et comme d'habitude aussi Game Workshop nous propose ses patrons de table. La vraie nouveauté aussi de cette Data Slate, c'est que l'équilibrage ne se fait pas que avec des changements de règles, des changements de coups en point et un discours d'un éditeur, ça vient aussi avec des nouveaux détachements pour les Tyrannides, les Chaos Space Marines et les Space Marines, à savoir plus spécifiquement les Dark Angel. J'imagine que tu étais surpris aussi de voir autant de nouveautés. Et en fait, je suis surpris, mais je pense qu'il va falloir se désurprendre, ou apprendre à ne plus être surpris, parce que la dernière fois on s'est un peu moqué d'eux en disant qu'il y avait certainement Andrew qui avait pas terminé les Grotmus et qui nous avait fourgué le pain qui était pas bien cuit la première fois. En fait, ça a l'air de devenir une sorte d'habitude. Et c'est très bien parce qu'ils viennent rajouter des demandes de la communauté. On va le voir, le Codex Tyrannide, le Codex Dark Angel, en tout cas ces 2 détachements, ils répondent à des attentes des joueurs Dark Angel et des joueurs Tyrannide. Et ils apportent une nouveauté au jeu qui est vraiment hyper sexy. En plus de ça, on sait que le Tyrannide il est sorti plutôt en début de version, donc il commence un peu à s'essouffler. Le Dark Angel il est sorti aussi un peu en début de version, et puis surtout ses détachements étaient à chier. Faut le dire, il y en avait que... Non, enfin, tous en fait. Et donc du coup, venir rajouter des choses intéressantes comme ça nous permet vraiment de jouer et de se dire, on a des changements, on va devoir tout revoir en fait. Yes, je suis d'accord avec toi, juste j'ai eu la chance d'avoir la présentation de tous ces documents par Game Workshop au même titre que la Data Slate, et je sais qu'en France on a beaucoup de soucis de stock, notamment sur les cartes. Clairement, c'est inacceptable de la part de l'éditeur. Vous inquiétez pas que même entre nous, par rapport au poids de l'équipe de France, de la Fédé et surtout de French Wargame Studio, moi j'ai pris l'initiative d'aller en parler avec Game Workshop pour l'avenir. Faut aussi noter que donc pendant ce point, il présentait quelque chose d'assez positif. C'est le fait que c'est la première balance Data Slate, ou en tout cas c'est la première saison qui est à destination des compétiteurs, des casuals et des narratifs. Et ils ont vraiment présenté ça comme ça en disant on est vraiment content d'avoir fait un travail où finalement on va avoir tous les joueurs sur la même page. Et ça je trouve que c'est très bien. Bon, on avait beaucoup de parties en asymétrie maintenant, je trouve qu'en fait c'est génial, et c'est très cool aussi que Game Workshop en tout cas s'adresse à tout le monde avec ce genre de document. Non, c'est vachement bien, et c'est pas si mal que l'éditeur échoue sur les cartes, parce que nous,
on en produit, on en offre sur notre cagnotte si vous voulez nous souvenir. Donc si vous voulez supporter l'équipe de France, si au moment de cette vidéo c'est officiellement lancé et légal, je mettrai le lien en description. Sinon vous n'entendrez jamais cette phrase parce qu'elle sera coupée au montage. Oh non, mais on fait que des trucs légaux. Donc en tout cas oui, si c'est le cas, bien évidemment on le fera. On veut juste se clarifier tout ça aussi avec Game Workshop en leur disant si vous oubliez la communauté française, pas de problème, mais on va s'en charger aussi. Oui. En tout cas, on rentre maintenant dans la balance data slate. On va à chaque fois voir les changements globaux et ensuite faction par faction, et on regardera en même temps les changements de coup en point pour que tu puisses un petit peu nous présenter l'impact que ça va avoir sur leur gameplay ou aussi leur place dans la méta. Si on reprend un petit peu donc cette data slate, là où il n'y a pas de changement, c'est notamment par rapport au fait que les frappes en profondeur qui permettaient historiquement de le faire à 3 pouces, maintenant sont passées à 6 pouces minimum. Certaines armées ont la capacité de charger derrière, d'autres non. Ensuite, on va avoir la notion de l'armure du mépris, qui est un mécanisme qui vous permet en général de déprécier la pénétration d'armure d'une attaque. Avant, se faisait jusqu'à la fin d'une phase. Maintenant, c'est jusqu'à la fin de l'activation de l'attaquant. Donc c'est beaucoup plus éphémère. Aussi les changements au niveau donc de ce qu'on appelle le vect, c'est-à-dire la capacité d'augmenter le coût en points d'un stratagème. Tout avait été harmonisé il y a 1 an maintenant en disant tout simplement que c'est une zone d'effet de 12 pouces qui fait qu'à partir du moment où on veut utiliser un stratagème dedans, et c'est plus un PC, même si celui-ci est par exemple à 0. Sauf pour les challengers, c'est bien précisé le contraire. Ensuite, on va avoir la notion de mécanismes qui vont donner la règle agent solitaire. Ça n'est pas à 12 pouces, c'est bien à 18 pouces. Et enfin, les mécanismes qui permettaient de faire revenir une unité à la vie maintenant est une fois par partie par unité. Oui. On va maintenant parler des vrais changements qui vont donc prendre effet au moment où on sort cette petite vidéo. Déjà, tous les mécanismes qui visaient à diminuer le coût d'un stratagème de -1 qui avant se faisait potentiellement à chaque tour a été harmonisé pour que ça soit à chaque round. Oui, c'est-à-dire que l'attitude du prince Tyrannide, l'attitude de Gulliman, ça sera une fois par battle round pour éviter qu'on ait des farms à PC. Entre le +1 PC et les stratagèmes gratuits, ça devenait un peu lourd, et surtout c'était des aptitudes qui étaient très asymétriques puisqu'il n'y avait que quelques armées qui avaient ça. Du coup on se retrouvait à pas jouer au même jeu. C'est une très bonne chose de la part de l'éditeur, une fois par round pour le prince Tyrannide et Gulliman. Yes, on va maintenant rentrer faction par faction pour voir les changements. On commence par les sœurs de bataille. Les sœurs de bataille vont avoir comme changement la modification du détachement de Noël. Pour revenir un petit peu vraiment dans l'histoire des sœurs de bataille, ils avaient eu assez tôt dans cette 10e édition un codex qui était très fort, ils s'étaient fait un petit peu taper sur les doigts avec l'augmentation de coups en points, et surtout malheureusement, ils avaient eu un détachement de Noël qui était assez séduisant puisque vous aviez la capacité en misant des dés de foi sur des unités de leur donner des aptitudes, en tout cas de leur donner un statut qui leur permettait des aptitudes, et ça arrivait en même temps qu'un nerf qui quasiment divisait par 2 le nombre de dés de miracle qu'allait avoir la sœur de bataille. Pour illustrer tout ça, les sœurs de bataille avaient un dé de miracle au début de chaque tour, c'était ensuite devenu par round, et ça a été après clarifié en disant que c'était au début de chaque round, et à chaque fois qu'une unité de sœur de bataille est détruite. On voit aussi que dans certains détachements, il y a des capacités pour justement toujours farmer ces dés de miracle, notamment des améliorations quand un personnage meurt. Là où il y a un vrai changement qui est intéressant, c'est que ce détachement de Noël maintenant ne demande plus de miser des dés de foi, c'est vous allez tout de suite sélectionner 3 unités de votre armée qui vont avoir ce fameux mot-clé Righteous, qui vont vous permettre de choisir différents bonus, comme le fait par exemple d'avoir plus de mouvement, plus de commandement, ou +1 à la capacité de combat et de tir, ainsi que des bienfaits, des doubles effets qui se coulent sur certains stratagèmes. Ça rend le détachement opérant, on avait envie de le jouer parce qu'il avait un kit de stratagèmes intéressant, il avait des aptitudes intéressantes, simplement il demandait d'avoir du fuel, tu devais sacrifier un dé de foi par unité que tu voulais améliorer. Là, tu en choisis 3, et ce sont tes champions pour le tour. Franchement, ça simplifie largement le gameplay, et ça le rend désormais sexy. On va voir qu'en plus de ça, ça arrive avec des améliorations d'unités et des baisses en points. Donc franchement, Game Workshop l'a réagi bien, parce qu'on a une Sista qui est vraiment en peine actuellement dans son win rate. En compétition, c'est vraiment très difficile. Et les joueurs Sista sont un peu en reste depuis longtemps, parce que depuis il y a, disons, presque un an, l'Atlanta d'il y a un an. Donc c'est bien qu'ils réagissent. J'espère que ce sera assez. En tout cas, ils réagissent à la fois sur la data slate et sur le monitor home field. Point et règle. Donc c'est comme ça que moi je veux les voir travailler. Yes. On continue donc les changements des sœurs de bataille, notamment au niveau des Zéphirim. Elles vont avoir la capacité d'avoir touche soutenue et touche fatale en mêlée à partir du moment où elles ont chargé.
Et deuxième modification de règle, c'est au niveau des rétributors. Elles vont avoir de base une relance D1 à la touche et une relance D1 à la blessure. Là où avant c'était qu'une relance D1 à la blessure. Et on rappelle qu'avec les armes lourdes type multifuseur, même si c'est 8 tirs, ça touche que sur du 4. Donc là ça sera sur du 4 relance D1. Et là autre changement aussi, à partir du moment où une unité ennemie a détruit une unité sort de bataille, alors les rétributors vont avoir plus 1 pour toucher et plus 1 pour blesser jusqu'à la fin de la partie sur cette unité. Oui. Donc si on joue dans le détachement de Noël, on a déjà potentiellement plus 1 pour toucher sur ces unités-là, et on sera en reroll D1. Sinon, on n'a qu'à prendre pour cible une unité qui a détruit de la Sista, on est en 3 plus relance D1, et on blesse relance D1 natif. Il faut voir ce que ça a comme impact, parce que quand vous n'êtes pas un joueur Sista, vous dites c'est un bel impact, plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Quand on est un joueur Sista, on se dit non mais attends, en fait ça veut dire que je vais bien toucher, puisque je vais toucher à 3 relances des As, et que désormais, mes dés de fois de 4 sont activés pour auto-bless sur mes Melta. Lui donner une relance des blesses pour blesser sur du 5+, ça veut dire qu'il va jeter une première fois, il va essayer d'avoir de fiche un 5 ou un 6, mais après il va quand même devoir cramer un 5 ou un 6 pour blesser. Et les 5 et les 6, on va les garder pour charger, on va les garder pour faire des wounds, enfin, et là, on pourra blesser avec du 4. Ça a un impact important. Ouais, ensuite au niveau des changements de points en points, le Castigator perd 10 points, Junit perd 10 points, tout comme l'Immolator, le Triomphe de Sainte-Catherine en perd 15, mais celui-ci, comme il donnait un dé de fois 6 et potentiellement plus 2 en mouvement, il était monté à 250 points, là il redescend à 235, les Séraphines perdent 5 points, les Rétributors en perdent 10, ils sont donc à 115 points, justement celle-là, les Repentia en perdent 10, est-ce que ça va suffire? On est quand même encore à 85 points les 5, et les Parangons Warsuit perdent de nouveau 10 points, sont maintenant à 210. Et les Parangons Warsuit sont buffés dans le détachement de Noël, puisqu'ils sont éligibles pour recevoir le plus de move, le plus 1 au commandement, et ainsi de suite. Est-ce que Game Workshop a pas envie qu'on voit enfin des Parangons sans Morvenval, en plus, tu vois ce que je veux dire, un deuxième pack ou un troisième pack? C'est intéressant. Alors, des Parangons Warsuit en stand-alone, pourquoi pas? Surtout, je pense que Game Workshop a envie de redonner de l'oxygène à la Sista. Là, on est sur presque une centaine de points par liste. Un détachement qui a été corrigé parce qu'il ne fonctionnait pas. Désormais, il fonctionne, et à mon avis, il fonctionne bien. Game Workshop a pris la mesure du problème. Est-ce qu'il a agi suffisamment? C'est le joueur Sista qui le diront, mais de toute façon, on est déjà content que Game Workshop ait agi dans le bon sens, parce que parfois... un nouveau détachement complètement jouable. Enfin, c'est ça la révolution. Parce que la déception qu'ils ont eue à Noël, ils l'ont maintenant, quoi. Absolument. Donc là, maintenant, c'est quasiment, effectivement, Noël après l'heure. Mais Noël quand même. Donc... franchement, je suis content. Je suis content pour les Sista, et on va voir qu'il y a eu beaucoup de travail de Game Workshop qui désormais rentre beaucoup plus dans ce qu'on appelle les reworks. Donc il y a des choses qui ne marchent pas, ils les réécrivent. Ils sont pas là en mode non, mais c'est vous qui n'avez pas compris. Non, ils les réécrivent. On va le voir que c'est le cas pour donc ce détachement-là. On va le voir que c'est le cas aussi pour le Lion, pour les Taux, pour plein de choses qu'ils ont réécrit de A à Z. Et c'est très bien. Yes. On enchaîne ensuite avec les Custodes, pas de changement au niveau de la data slate, puisqu'ils avaient déjà été assez gâtés depuis l'arrivée de leur codex, puisqu'il y a eu plusieurs itérations dessus. Au niveau des coups en points, c'est uniquement les Alarus qui vont perdre globalement 10 points par 2, 15 points par 3, 25 points par 5 et 30 points par 6. 5 points par modèle, quoi. Voilà. Non, écoute, c'est un peu anecdotique. C'est étonnant que ce soit les Alarus qui reçoivent ça, parce que c'était déjà les plus joués. Mais ce qui est pas étonnant, c'est qu'on donne de l'oxygène. Peut-être que là, ce qu'ils se disent, c'est les plus joués et on veut leur donner de l'oxygène, donc on les baisse un peu. Il y a aussi un mécanisme un peu global. Il y a une baisse de points de tous les Terminators de l'Imperium. Les GK, les Space Marine, les Space Wolf. Donc je pense que ça vient s'inscrire dans ce mouvement-là. On passe maintenant du côté de l'Adeptus Mechanicus. Alors, au niveau des changements, je vous rappelle que l'Adeptus Mechanicus avait eu un super détachement de Noël qui permettait en tout cas de retrouver cette saveur de doctrine, enfin même de double doctrine. En termes de compétitivité, c'était fort, mais finalement aujourd'hui, les joueurs sont restés vers justement le détachement Skitari ou le détachement qui fait les blessures mortelles avec le Radzone. Là, il y a en tout cas une clarification qui est donnée sur les détachements de Noël, puisqu'il est dit que la relique qui permet d'être remise sur un datasmith et de rentrer dans les robots pour leur donner justement le fait qu'ils ont toujours le mot-clé du détachement, ne peut pas être pris au moment où on choisit à la phase de co des unités pour pas leur donner le double bonus. Clairement, il y a eu un petit con aux États-Unis qui a dû vouloir casser le jeu en mode ils n'ont pas pensé, je vais lui remettre 2 fois. C'est non. Et ensuite, les robots par contre, ainsi que le Cyberneca Datasmith, donc le personnage qui va avec, eux héritent maintenant des doctrines impératives. Ça, c'est pas mal quand même. On sent que Andrew, il a dit I will make the robot great again. Ouais. Et nous, on a répondu non, mon gars, parce que ton détachement, il est pas assez bien. On va continuer à jouer Skitari et Radzone. Et il a dit ah ouais. Et je leur donne les doctrines. Ouais.
Non, franchement, Great again, voilà. C'est pas mal. C'est vraiment cool. Les doctrines sont données quel que soit le détachement, donc ça c'est pas mal. Ensuite, au niveau des coups en points, on a une paire de 5 points. Par modèle. Par Iron Strati Ballistari. Aussi le Scorpus Désintégrator, donc le gros châssis qui perd 10 points. Les Sidonian Dragoon en perdent 5 aussi. Et après, on a moins 15 points pour une des améliorations dans le Battleclad. Oui, mais écoute, c'est encore une idée de redonner un peu d'oxygène à ce codex qui se porte bien, mais pourrait faire mieux. Donc on lui donne un peu de points pour qu'il rajoute une unité. Là, on est quand même, tu peux jouer dans ces détachements-là jusqu'à entre 4 et 6 Ballistari. Si t'en joues 6, donc ça fait 30 points. Et tu peux jouer jusqu'à entre 1 et 2 Scorpius. Donc si t'en joues 2, ça fait donc 20 points. Donc tu retrouves un peu d'oxygène, 50 points, c'est bien. Donc moi je trouve ça cool. Ensuite les amis, on passe du côté des Aeldari. On va faire une parenthèse pour ne pas parler que des Aeldari, donc des Eldar, mais on va commencer surtout par les Inari. Les Inari avaient quelque chose d'assez fort dans leur détachement d'Inaed, qui était le fait qu'à partir du moment où une unité était détruite, à la fin de la phase de tir adverse, cette unité pouvait faire un mouvement normal. Gros changement. Maintenant, il faut que ça soit une unité infanterie Inari ou montée, donc de moto. Il faut que celle-ci soit 6 pouces de l'unité qui soit détruite. Et ça va pas être un mouvement normal, ça va être D6 plus 1. Personnellement, les reactive moves pendant le tour adverse, après une unité d'attrition, surtout en fin de phase, on va se l'avouer, c'était complètement con. Et c'est des mécanismes qui n'étaient pas faire. Maintenant, est-ce que c'est pour autant que l'Inari était vraiment astro-pété? Clairement pas. Est-ce que là, on n'est pas sur un attentat? D'abord, on est sur un attentat. On est sur un attentat qui vient du fait qu'effectivement, ils avaient raté leur game design en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de contre-play. C'est-à-dire que comme tu le dis, c'est un mouvement qui arrivait en fin de phase d'attrition. Donc, tu pouvais même pas te préparer à shooter une unité qui allait bouger. C'est après que tu aies le droit de shooter. Et donc, aussi, après, à 12 pouces de toi, donc tu pouvais pas la charger. Donc, c'était vraiment impossible à contrer. Ça se conjuguait très bien et donc de façon très frustrante avec un stratagème qui permettait de coller l'objectif stick obj si jamais tu tuais. Ça se combinait très bien aussi avec des Banshee qui faisaient des fight first et des heroic interventions. Donc en fait c'était très très fort et surtout ça c'était insupportable de jouer contre quand tu avais un niveau moyen moins. Vraiment tu passais un très mauvais moment. Juste tu te disais pas tiens c'est fort. Tu te disais on joue pas au même jeu. Ouais. Et ça c'est pas possible. Donc ils leur ont mis un attentat. Je suis pas étonné. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils se sont pas arrêtés là. Ils ont continué. Ils ont continué avec Ivrain, et ils ont continué avec les points. Et ça, je trouve que c'est trop. D'accord. En tout cas, Ivrain, elle avait avant une relance des blessures, maintenant elle a une relance des 1 à la blessure, à la limite. Au niveau ensuite des coups en points, Lotark prend 10 points, il est à 85. Les Dragons de Feu continuent justement leur augmentation. Je rappelle qu'ils avaient commencé à 100 points, ils étaient passés à 110, ce qui n'était pas assez cher, encore une fois en amical. C'était très bien, très bien. Et là, ils sont à 120. Okay. Les Banshee prennent 5 points par tranche de 5, 10 points par tranche de 10. Les Shining Spear, elles par contre perdent 10 points, ça c'est pas mal. C'est 110 points, j'ai l'impression que les 110 points, c'est devenu le tarif des octoliers, des unités coup de poing, MSU, tu vois ce que je veux dire, de chacune des armées. Ça c'est assez intéressant. Par 6, elles perdent donc 20 points. On a les Warwalkers qui perdent 10 points, étonnant, donc 85 points, donc ça c'est plutôt pas mal. On a le Fire Prism aussi qui perd 10 points. Ouais. Et enfin, on a la Warlock Conclave qui uniquement par 4 prend par contre 20 points, donc on a 130 points, les 4 modèles. Oui. Écoute, je trouve qu'ils ont... C'est un pari. Alors, parfois, on trouve qu'ils font pas assez de paris, qu'ils prennent pas assez de risques dans leurs itérations, et donc on se dit, ils corrigent trop lentement. Donc, du coup, là, je peux pas leur faire ce reproche-là, parce que du coup, ils ont fumé la règle de l'Inari, et ils ont dit, faut quand même qu'on leur remette une louche, parce que je trouve qu'ils sont pas partis avec le tarif, donc on va leur baisser les points. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon pari, parce que une fois que tu as enlevé les mécanismes Inari, honnêtement, je trouve qu'il y en a. J'ai pas le sentiment qu'il y en ait trop sur table quand tu joues contre l'Eldar. Après, on verra. C'est pas non plus un attentat insupportable. Quand tu joues pas Inari, tu retrouves de. J'ai dit attentat contre les Inari, vraiment. Oui, oui. Si vous êtes un joueur Eldar, au contraire, écoutez cette review et ne partez pas peine. Non. Là, vraiment, vous allez kiffer. L'armée, elle est balance. Non, c'est balance. Oui, c'est très bien. Ça joue. En plus, vous avez retrouvé un peu d'oxygène sur des trucs que vous jouiez pas, comme les marcheurs. Vous pouvez jouer des Spears. Le problème des Spears, c'est presque un problème de modélisme. Elles ont un socle qui est débilement grand, donc un socle de 60 voilà, bon. Mais peut-être au bout d'un moment ils vont finir par être suffisamment peu chers, parce que ça traverse nativement les murs, donc voilà. En tout cas, l'Eldar ça joue. Je trouve qu'ils ont fait le pari de faire double peine le classique sur nerf hammer des règles et nerf des points. Peut-être c'est un peu beaucoup, on verra. Ok, on enchaîne ensuite avec l'Astra Militarum. Seul changement de cette data slate, c'est le fait que Leontus maintenant peut donner des ordres aux
titanique, donc ça c'est super cool. Peut-être on va revoir des Bendblade et tout pour avoir le plus, enfin pour plein de choses. Ce qui est rigolo, c'est que je rappelle que celui-ci pouvait donner jusqu'à 3 ordres à n'importe qui. Ça avait été nerfé pour justement éviter que les boules green puissent être jouées par 18 de façon complètement con. Ce qui est même intéressant, c'est que tout ça est visible au niveau de la data slate, au niveau des coups en points, puisque là les boules green repèrent de 10 points. Ouais. Donc ça c'est pas mal. Par 3. Par 3, 10 points, 20 points tous les 6, donc ça c'est pas mal. La Death Corp par contre, elle va prendre 15 points quand on les joue par 20. Les Death Rider, eux, perdent 10 points. Je sais pas si c'était vraiment joué, mais en tout cas, ils vont commencer à être jouables. Le Leman-Russ Battle Tank, lui, prend 10 points. C'est pour éviter le spam de trop de châssis, qui est quand même assez compliqué à gérer quand t'es pas équipé pour. Le Torox qui prend 10 points. Et Ursula Creed qui, elle, prend 20 points. Elle était à 65, elle passe à 85. Ce qui est normal, puisque c'était une petite Léontus. Elle avait trop de valeur. Elle donnait des ordres et elle permettait d'avoir des stratagèmes moins chers, donc c'est bien qu'il les monté. Ils ont aussi baissé les Tempestutions de 10 points. Bon, franchement, là j'ai l'impression qu'ils font simplement un ajustement. Ils se sont dit tiens, on a perdu les Titanic dans notre ajustement pour éviter que les règles s'appliquent et les ordres s'appliquent au bull green, on les remet. Donc encore une fois, quand ils font de la merde, ils corrigent. C'est vraiment appréciable. Là, ils font juste un ajustement en fonction de l'occurrence des modèles. Ce sont les modèles les plus fréquents qui ont été nerfs. Les Leman-Russ, on en voit tout le temps. Donc 10 points. Bon, pourquoi pas. Les Torox aussi, parce que ça a énormément de vélocité. Puis tu peux débarquer après avoir Advance, donc ça peut être très chiant. Est-ce que c'était nécessaire de les nerfer ? Ça, c'est une question, parce que arrive une méta qui est très véloce, qui sera pas forcément très très Astra-friendly, et qui, on va le voir, elle, n'a pas été touchée dans les nouveaux codex, très peu par les points. Donc c'est peut-être un peu dur pour l'Astra, mais c'est rien de choquant. Ok, on enchaîne ensuite en suivant l'ordre alphabétique par les Black Templars. Pas de changement de règles, mais des très bonnes nouvelles au niveau des coups en points. Comme quoi, ça fait longtemps que je les ai pas joués, bâtard. Puisque on a Grimaldus qui a perdu 10 points. Les Primaris Sword Brethren, donc en fait, en gros, qui sont le chausson en général pour leur maître de chapitre, qui perd 10 points par 5, 30 points par 10. J'ai pris une voix aiguë. J'ai vu. Et pareil, parce que d'un autre côté, c'était, je pense, trop cher. Le pack de 20 croisés est passé de 320 à 310. Ouais. C'est bien, parce que 320 c'était injouable, puisqu'avec le perso tu montais vraiment beaucoup trop cher. Et Elbrecht qui lui a perdu 10 points, il était à 130, il est à 120. Bah écoute, Black Templar, effectivement ça fait vraiment que je les ai pas joués, donc il baisse. Là on a le Rivo WTC, peut-être un nouveau nerf. Non. Bon, en vrai, je trouve que c'est vraiment très bien de la part de Game Workshop, parce que les Black Templars font pas vraiment beaucoup de résultats, donc ils les baissent. Même si je sais qu'en ADN, ils aiment pas trop les armées de horde. Ils considèrent que le jeu est pas fait pour ça. Je suis pas du tout d'accord avec eux. Et là, ils osent le faire, aussi parce qu'ils perçoivent qu'il y a une méta qui va pas être très 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 amicale pour ce genre de gros pack. Ils ont sorti 3 codex Chaos Space Marine qui ont tous des Forge Fiends. Je rappelle que le Forge Fiends, c'est 3 armes blast qui est force 10, PA3, dommage 3, donc ça passe au travers de ce genre de pack comme si ça n'existait pas. Et donc, ils intègrent quand même quand ce n'est pas joué, ils projettent les choses dans des notions de méta. Il y a peut-être que moi que ça impressionne, mais on est sur quelque chose de très 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 nouveau de la part de Game Workshop, et on est sur des choses qui relèvent d'un haut niveau de compréhension de leur jeu, ce qui n'était pas toujours le cas il y a encore 2 ans. Je dirais plutôt 2 ans. Donc franchement, bravo. Oui, c'est sans doute aussi depuis que... Alors, faut savoir, je sais pas si vous suivez en tout cas l'actualité gossip de Game Workshop. Faut savoir que ça fait 1 an et demi qu'ils ont recruté Josh Roberts, qui est l'ancien capitaine d'Angleterre. Oui. Et en fait, qu'ils ont recruté justement pour rééquilibrer le jeu. Faut croire que ça marche. J'imagine qu'il a pas tous les pouvoirs, mais on sent bien, depuis qu'il est arrivé, qu'il y a une marque. De toute façon, déjà, le fait de recruter, ça veut dire qu'il y avait une envie du côté de Game Workshop d'équilibrer le jeu de façon un peu plus intelligente. Et franchement, depuis qu'il est là, on sent bien qu'il y a des choses qui se sont mieux senties. Voilà, donc vraiment, bravo à eux. Là, une liste qui se basait sur une horde de Black Templar. Aujourd'hui, elle va jouer 3 gros packs de 20 et 2 packs de 10. Bon, dans ces conditions-là, elle gagne une 50aine, une 60aine de points. Donc, elle va retrouver un peu d'oxygène, elle va prendre une escouade de scouts, donc elle va être un peu moins obèse. Ça va pas changer son gameplay, mais ça va redonner un peu de latitude, et c'est bien. Ouais, je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on enchaîne maintenant avec les Blood Angel. Excellente nouvelle, ils ont harmonisé. Alors, c'est intéressant. Moi, je sais que quand j'avais découvert le Codex Space Wolf il y a à peu près 1 mois, j'avais trouvé ça génial, justement, en fait, la dissociation qu'il y avait avec ce qu'ils avaient fait du côté des Blood Angel. Je le rappelle, si vous êtes Blood Angel et que vous êtes sujet à la rage noire, vous êtes con et vous êtes contrôle d'objectif 0. Sauf s'il y a un chaplain
à 12 pouces. Pour les Space Wolves, c'est pareil. Si vous êtes un Wolfen ou que vous avez des petites patounes, alors vous êtes OC0 et à 12 pouces d'un prêtre ou à 6 pouces d'un personnage, on a de la croquette. On est au C1. Youpi. Et donc, ils viennent justement d'harmoniser ça avec les Blood Angels, ce que je trouve très cool. Et donc, en fait, maintenant, si tu es sujet à la rage noire en termes d'habilité, alors tu passes au C1 et tu es moins con à 12 pouces d'un chaplain et à 6 pouces d'un personnage. C'est donc un up pour les Blood Angels. Oui, c'est un up pour les Blood Angels, notamment pour les DS Company. En plus de ça, ça a plus d'importance que pour les Space Wolves, cette proximité avec les personnages, parce qu'en plus d'être au C0, ils sont vraiment très cons et ils refusent de fallback. C'est important, ça va donner... une géométrie différente aussi. Par exemple, un Méphiston qui avant on s'en foutait de sa position par rapport au Death Company, mais maintenant s'il est à 6 pouces, le Death Company, il est au C1. Et notamment Méphiston, comme il est lone opératif, donc agent solitaire, il a tendance quand même à accompagner les mecs musclés qui arrivent un peu rapidement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis même par rapport au placement des personnages dans les unités, puisque même si je rappelle que les mots-clés sont hérités pour l'unité, c'est-à-dire que l'unité devient un personnage, il faut que ça soit la figurine chaplain ou du personnage qui soit à 6 pouces d'un autre pack. C'est super intéressant. Il va y avoir aussi une partie micro où on va voir la différence entre le bon et le mauvais Blood Angel. Oui, c'est le bon Blood Angel, il jette des dés d'advance et il charge. Voilà. Et le mauvais des Blood Angel, il jette des dés d'advance. Et il charge. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est évident. Voilà, exactement. non, en tout cas, on va voir que ça... Enfin, en tout cas, j'aime bien qu'il les ait repris le travail sur ces Space Marines de corps à corps, qui, dans une méta avec du Chaos Space Marine, qui lui retrouve beaucoup de lettres de noblesse, parce que full codex qui sortent, et donc aussi un power creep classique. C'est-à-dire le power creep, c'est l'augmentation du niveau à mesure qu'on sort des choses. Bon, eh bien, malheureusement, dans un jeu, malheureusement ou heureusement en tout cas, pour que le jeu fonctionne, il faut un peu de power creep. Et donc, dans le même temps, il faut aussi organiser le fait que les anciens modèles step up. C'est ce qu'on appelle le tirage vers le haut et pas vers le bas, c'est-à-dire que tu up plus que tu ne nerfs en réalité. Au niveau donc des coups en points, on voit que Astaros a perdu 10 points, le Predator Ball, qu'on n'avait pas vu malheureusement, a perdu 10 points, il est quand même toujours à 125, je pense qu'il souffre vraiment de la comparaison avec les véhicules Primaris, tout simplement. Oui. On a Méphiston qui repère 15 points, donc il est à 120 points, Dante 120 points, il en perd 10, le Death Company de Dreadnought, en plus d'être moins con potentiellement à côté d'un personnage, lui est à 160. Pourquoi est-ce que je suis content plus sérieusement? C'est qu'avant malheureusement on n'avait jamais envie de le prendre versus un Brutalis, parce que le Brutalis était à 180. Là enfin il y a une vraie différence. Honnêtement, je pense pas que ça va suffire, mais au moins il y a quelque chose, ça prouve comme tu dis qu'il regarde. Ensuite on a justement les Death Company à Jump Pack qui perdent 10 points, ils sont donc à 120 points maintenant les 5, 230 les 10, mais c'est surtout par 5. Les Martes 100 points, ils perdent 10 points. Les Gardes Sanguiniennes, ils perdent 20 points les 3. Ils sont à 110 points au lieu de 130 points les 3. Et le prêtre qui lui perd 15 points, il est maintenant à 75. Plus sérieusement, j'ai paraphrasé le document, merci, mais en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, au moins, vous savez que côté Blood Angel, ça brille en vert et c'est plutôt cool. J'ai une question pour toi. Le Blood Angel, il est passé d'un méta où il était très fort à l'arrivée de son codex où, mine 2, il avait quand même moins de biceps. Donc les packs qui étaient full arme spé, maintenant on n'avait que quelques armes spé, on était sur un codex de saturation et puis un codex de saturation à coup de gantelet énergétique. Et pas de Fight and Death aussi. Exactement. Est-ce que tu penses là, littéralement, que tu gagnes un pack de Death Company dans les listes, va te permettre justement d'avoir cet oxygène et de rester dans les rois du corps à corps des Space Marines? Quand je lis la data slate, et on verra aussi pour le reste des unités Space Marine, on verra que ça se poursuit ce raisonnement. Il y a une baisse du MSU, donc du Multiple Small Unit, et une baisse des Jump Packs. Donc là, le pack de 6 gardes sanguiniens, il perd 20 points, mais le pack de 3 gardes sanguiniens perd 20 points aussi. Donc ça veut dire que tu te retrouves avec 3 gardes sanguiniens qui valent 110 points versus 5 assaut jump pack à intercessor qui valent 90 points. 20 points de plus pour une attrition qui n'a rien à voir, des body qui n'a rien à voir, de l'OC qui n'a rien à voir. Donc tu te poses des vraies questions. Aussi tu te retrouves à avoir des Melta, enfin bon. Donc tu vas te poser des questions et ce que j'observe vraiment c'est que peut-être que la question d'un Blood Angel MSU va se poser en jump pack. Parce qu'on va voir, les Vanguard vétérans à Jump Pack baissent aussi. Donc on sent qu'ils cherchent quelque chose de ce type-là, en tout cas à redonner ce genre de possibilités. Peut-être d'ailleurs, en faisant ça, on donne de l'espace pour le détachement de Noël, qui donne la reroll des 1 à la touche et à la blesse dès lors que tu es caractère. Donc il tourne autour des personnages. Donc, moi je trouve ça vachement cool qu'ils aient fait ça. Est-ce que ça va, pour répondre à ta question, les remettre au centre du jeu des mecs musclés
je suis pas sûr que ça pousse dans ce sens-là. Parce que ça pousse pas dans tu vas pouvoir spammer les gros packs et puis tu vas les péter. Ça change pas. Par contre, tu vas pouvoir avoir toujours ton gros pack avec Dante et avoir plein de missions. Globalement, je pense que le fait que un méta Blood Angel se dirige vers du multiple small unit où tu as beaucoup plus de ressources, plus l'arrivée aussi du mode challenger, je trouve que les games, même en amical et en compétitif, vont durer plus longtemps. Oui. Et vont être plus serrés. Oui. Honnêtement, juste pour ça, c'est trop cool. Ouais, c'est vachement cool. Et puis, encore une fois, là, je trouve qu'ils écoutent vraiment ce qui se passe. Il n'y avait plus de Vanguard vétéran à Jump Pack. Parce que c'était trop cher. Ils les baissent de 15 points les 5, on va voir après. On n'avait jamais vu des petits gardes sanguiniens par 3, parce que c'était linéairement le même prix que par 6. Et surtout, tu n'allais pas leur mettre un leader. Donc il n'y aurait pas le -1 pour être blessé, le +1. Donc ils se rendent compte désormais que les unités bénéficient plus des stratagèmes à mesure qu'elles sont grandes, et surtout bénéficient des leaders. Et donc il n'y a pas de raison de les mettre au même prix linéairement entre 3 et 6. Eh ben, ça fait plaisir qu'on en soit là. Complètement. Très bien. On passe maintenant du côté des démons, ça va aller très très vite, pas de changement de règles, néanmoins augmentation des Nurglings et surtout diminution de la taille maximum de l'unité, puisque maintenant on peut les jouer que par 3 ou 6 à raison de 40 points les 3. Oui, c'est bien, c'est un peu toxique de les jouer par 9, c'était à mon avis une erreur. On remonte un peu les points parce qu'ils étaient moins chers que donnés, très bien. Le démon est bien équilibré, donc il n'y avait rien à dire. Et on va terminer les démons, modification aussi, mais justement de l'amélioration dans le détachement de Noël de Zinj qui permettait d'augmenter la force. On est passé de 2 à 1 PC, ce qui est plutôt cohérent. Et aussi diminution de coût en points d'une amélioration pour le détachement de Khorne de Noël et augmentation de 2 améliorations dans la Shadow Legion. On a fait le tour des démons. Normalement, on tourne cette vidéo, vous êtes censé savoir, puisqu'on doit être le 4, que le 7 sera en précommande le codex IK-RK. Je laisse volontairement des virgules entre IK et RK, parce que si jamais ils changent leur planning, au moins vous pourrez mettre le codex des deux qui sortira. Et donc, on va pas se focaliser sur eux maintenant, on vous donne tout simplement rendez-vous samedi pour le codex review avec les coups en points. Ensuite, on retourne cette fois-ci du côté du chaos avec bien évidemment les Space Marines du chaos. Déjà, harmonisation avec le reste du monde du chaos bien évidemment vis-à-vis des princes démons à pied qui maintenant sont tous agents solitaires s'ils sont à 3 pouces d'unité infanterie. C'est aussi la règle des primarques en tout cas de l'Imperium, donc c'est plutôt cohérent. Modification du Lord Discordant. Il faut savoir que le Lord Discordant était ultra joué en 8ème édition, déserté en 10ème édition. Là, déjà, son mouvement passe de 12 à 14. Ensuite, sa sauvegarde invulnérable passe de 5 à 4+. Et son aptitude, maintenant, lui permet de choisir un véhicule ennemi visible et que toute l'armée relance les 1 pour blesser dessus. Sans aucune limite de distance. C'est-à-dire que je te vois, toute mon armée, elle relance des 1 pour blesser. Je te doom. En plus de l'autre aptitude qui permet de faire des mortels sur les véhicules. Donc c'est vraiment un véhicule slayer. Cette aptitude d'ailleurs elle a été améliorée. Maintenant c'est un peu comme celle de Helbrecht. D3 mortels ou 3 mortels ou D3+3 en fonction du jet que tu fais. Et en plus de ça, il a été aussi augmenté dans son profil d'attrition. Yes, puisque 5 attaques de force 8, moins 3, 3. Ouais, et lance. Ouais, et lance. Ouais, c'est une marmule. C'est vraiment une machine à peindre. Donc en fait, ça fait plaisir parce que il y avait vraiment une insulte. Déjà, quand tu vois 5 attaques en rouge, ça veut dire que c'était moins. Tu dis, mais à l'aide. Vraiment, là, on a un vrai profil. 8, moins 3, 3. On se dit, bon, c'est des bons dommages. C'est une PA extrêmement sexy. Il a lance, donc ça veut dire qu'il va blesser l'entièreté du jeu au pire à 4. Et tout ce qui est élite à 2+. Donc franchement, beau gosse. Et puis une 4+ invue, là, ça commence à devenir un sujet où tu peux gamble un peu ton adversaire, parce que c'est un peu ça le problème de ce genre de body. Ça doit arriver au corps à corps, donc ça doit au moins passer un tour dans la pampa, sauf si ton adversaire coopère, mais enfin bon. Là ça bouge de 14, peut-être même que ça va aller au corps à corps directement en sortant de sa cachette, mais ça va, ouais. C'est véloce quand même. Hein. Non, super unité. Et ça va tanker, 4+ invue. C'est magnifique, en plus c'est un espèce de prince qui a été muté avec justement une machine démon. On parle machine démon les gars, en plus super changement par la suite. Très bonne transition. Vachetor. Excellente transition. Vachetor, le Dark Mechanicum les gars, qui a été boudé depuis sa sortie et depuis l'arc narratif de la 13e croisade d'Abaddon. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça. Et on se retrouve. On en parlait juste avant. Voilà, justement, on parlait pendant l'apéro, quoi. Le Lord de Vachetor. Non, énorme les gars. Faut savoir qu'il est maintenant agent solitaire, tout comme justement le Lord Discordant. S'il est à 3 pouces d'un démon
véhicule. Il faut aussi savoir que son amélioration qui permettait d'augmenter la force justement des machines démons à côté de lui est passée de +1 à +2 en force. Et aussi, si jamais lui-même est pris pour cible d'une attaque qui est à moins de 18 pouces, il va avoir -1 pour être touché, et aussi il va donner hasard 2, donc aux armes qui lui tirent dessus. Oui, ça veut dire que désormais on peut l'utiliser comme une pièce maîtresse pour build une armée. Parce qu'avant avant d'être agent solitaire, on se disait bah oui, si c'est la clé de voûte de mon armée mais que mon adversaire peut le pulvériser juste en 2 coups de la scan, bon ça marche pas. Ben oui, mais là il sera agent solitaire. Deuxièmement, on n'est pas à +1, on est à +2, donc on a des Force Fiends qui passent force 12. On a des Predators 1 PC qui deviennent machine démon et qui vont avoir des autocanons force 11 et puis des lascans force 12. Et puis on n'a pas dit, mais on a aussi amélioré son profil d'attrition au corps à corps, parce que maintenant il est aussi passé Devastating Wound sur son cleave, donc sur son sweep là, et il va faire 12 attaques, 8 -1 2 Dev Wound anti-véhicule 4+. Lui il rencontre un véhicule, il le satellise, il le met sur Saturne. Terminé. Mais il le coupe en 2, ce qui est plutôt normal puisque c'est son marteau. C'est le marteau de forgeron de Vashtor. Oui. Je te l'ai montré tout à l'heure. Bah oui, mais c'est pas un marteau qu'on a trouvé dans un Kinder Surprise, hein. On est sur un vrai marteau. Ensuite, plus sérieusement, pour sortir donc du Lord Discordant et de Vashtor, diminution de 10 points du Seigneur à Jump Pack, du Maître de la Possession, des Dark Apostles, du pack de 10 Beastman, pour ça à la limite on s'en fout. Donc les baisses sont anecdotiques, mais ils ouvrent, comme tu nous l'as dit avec les règles, finalement, une nouvelle porte enfin aux listes à thème Machine Démon. Oui, aux listes à thème Machine Démon, et puis on va voir aussi éventuellement aux listes d'autres détachements, puisque comme on l'a dit en intro de cette vidéo, il y a des détachements qui sont sortis. Peut-être un Chaos Space Marine. Peut-être à la fin de cette vidéo, on va vous mettre les détachements. On passe maintenant du côté des Dark Angel. Les Dark Angel qui, pareil, ont fait un petit peu de yo-yo et... Bah c'est marrant, moi je fais beaucoup de live en ce moment et beaucoup de personnes pendant les lives justement me sollicitent en disant c'est vrai que les Dark Angel on est un petit peu jaloux de ce qu'ils ont fait pour les Blood Angel, pour les Space Wolf. Et ben ne vous inquiétez pas, vous avez eu un détachement de Noël qui était un détachement intéressant, pas compétitif mais intéressant puisqu'il permettait de synergiser entre la Ravenwing et la Deathwing. Là vous allez avoir un détachement qui vous permet de casser des bouches tout court. Oui. Au niveau donc de Lionel L. Johnson, vous allez voir aussi, c'est une modification de 2d3 de ses auras de Primarch, donc c'est pas rien. Par contre, pas de changement de coup en point, mais comme t'as joué Dark Angel et qu'en plus de ça, t'avais joué Lionel L. Johnson avec des petits véhicules, je te laisse en parler. Oui, on est sur un rework là complet. On en a parlé la dernière fois, enfin tout à l'heure. Ils n'hésitent pas à aller vraiment revoir les règles et ça fait plaisir. La dernière Data Slate, il lui avait rendu son sweep dommage 2, donc c'est redevenu une machine à peindre, 16 attaques, sustain, PA-3, dommage 2. Donc, juste pour en intro, extrêmement fort au corps à corps. Et là, ils ont changé les auras qui ne servaient à rien, qu'on ne jouait jamais. Et il y avait l'aura de +1 hit au corps à corps en bulle, où tout le monde touche à 2. Donc, on comprend pas. Maintenant, ils l'ont changé, ça devient reroll les 1 pour toucher et pour blesser. En bulle, c'est au mieux, corps. hein, C'est mieux. Et l'aura dont on se servait quand même un peu, qui était l'aura qui disruptait les stratagèmes, qui éteignait le stratagème et te donnait des PC si jamais ça se passait comme ça. Bon, celle-ci, elle a été changée par une aura encore plus forte, qui est une aura de blink. Donc, à votre phase de commandement, vous pouvez... De commandement... Ça n'existe pas ailleurs. Ça n'existe pas ailleurs, c'est nouveau. Vous pouvez retirer le lion et le mettre en réserve. Et je rappelle qu'il a l'arrêt Deep Strike. Donc, vous pouvez le mettre... Vous jouez T1, vous le mettez directement sur votre objectif de flanc fort. Il est lone-up à 3 postes d'une unité infanterie, donc mettons que vous ayez un lieutenant lone-up à côté ou des scouts, il va être là, dès le T1 sur votre objectif de flanc fort. Si vous jouez en premier, vous le renvoyez dans les réserves et vous le laissez là. Au premier tour de votre adversaire, vous pouvez rapid ingress dès le T1. Donc, bonjour, j'arrive à 9 de toi, je vais te bousiller un truc. Ça veut juste dire qu'au T2, vous avez l'assurance que Lionel L. Johnson est dans les lignes adverses. Si vous en avez besoin, et sinon, on peut vraiment le jouer, à mon avis, comme il aurait dû être joué depuis le début, en réception exceptionnelle. C'est-à-dire que comme il a un fight first et qu'il buffe ses potes et qu'il n'est pas facile à tuer parce qu'il a une invue à 3, et là on va le voir, son bouclier qui avant avait une règle de merde, c'était quand même le bouclier de l'empereur, merde. Donc le fluff. Donc des dev wounds sur les 6 que vous faisiez en roll de 6, vous mettez une dev wound à l'adversaire. On s'en branle. Bon là maintenant c'est -1 pour être blessé si la force est supérieure à l'adversaire. Il est endurance 9. Hein. Donc ça veut dire qu'on va plus pouvoir, enfin si on vous tire à la lascan dessus, ça sera blessure sur du 4. Donc c'est des changements structurants qui font qu'on va vraiment pouvoir le jouer en réception, et là en réception sur toute la map. C'est ça qui est important, c'est que s'il est plus utile à un endroit, hop, il se téléporte de l'autre côté. Et en plus ça, c'est très fluff, parce que c'est quand même
ce que l'on raconte des Dark Angel et du Lion. Donc c'est mortel. Moi je trouve que ça donne hyper envie de le jouer. Et en plus de ça, il y a un nouveau détachement qu'on va voir à la suite qui le réceptionne extrêmement bien. Ravi. Yes. Ensuite, pas de modification du codex de la Death Guard, puisque celui-ci vient de sortir pour Game Workshop, si ce n'est encore une fois la modification sur l'Enerling dans le détachement où il peut s'allier au démon de Nurgle. Ensuite, au niveau de la Death Watch, pas de changement. Au niveau des Drukhari, quelques diminutions de coûts en points, notamment sur les véhicules, ce que j'ai aimé. Alors, je vous dis la vérité, moi en tant que joueur Drukhari, toi aussi à l'époque, V9, t'étais grotesque. T'étais un joueur grotesque. T'étais un joueur grotesque. T'étais pas un joueur Drukhari. J'ai été un joueur grotesque. Là, on voit que donc les Mandrake, qui sont l'unité qui vous permet tout simplement de vous infiltrer, de blink, perdent 5 points par tranche de 5. Les véhicules type Raider, Ravageur perdent 5 ou 10 points, tout comme le Venom. C'est cool parce que c'est des unités qu'on jouait. On a toujours eu beaucoup de châssis en Drukhari puisque c'est une armée de voiliers. Maintenant, est-ce que ça va suffire à rendre le Drukhari alléchant ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste que ça manque de nouveautés. C'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est juste qu'on a 2 détachements depuis 1 an. Je suis d'accord. On est sur quelque chose qui vraiment perd de la vitesse, perd de souffle. Je trouve que ça ne sera pas suffisant de juste ajuster comme ça 5-6 points par-ci, 10 points par-là. Le problème est beaucoup plus structurant. D'ailleurs, ils le savent. Donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas essayer. Ils ont sorti de multiples détachements pour essayer de rattraper le truc. Bon, en attendant, il va falloir faire un rework global parce que pour l'instant, on ne voit pas. Il n'y a que Scary qui joue un peu des Drukhari dans le monde. Et sinon, c'est quand même vraiment faible. Yes, en tout cas, il y a quand même un bon acte de foi qui est fait sur le Drukhari, c'est que je vous rappelle qu'ils ont eu pour Noël, en même temps que les Arlequins, un détachement des paris de Komorrag. Puisque, en gros, si justement ce sont les Arlequins qui ont fait le dernier kill, alors ils gagnent les paris et ils vont avoir une relance des 1 à la touche et à la blesse. Et inversement, si ce sont les Drukhari qui ont fait le dernier kill, alors c'est eux qui gagnent le pari. Maintenant, ça a un petit peu changé. À partir du moment où vous gagnez le pari, vous avez toujours une relance des 1 à la touche. Et à partir du moment où vous le perdez, vous avez la relance des 1 à la touche et à la blesse. Donc, tu as toujours un bonus passif de relance des 1 à la touche. Est-ce que le game design des Drukhari part systématiquement en allié avec les Arlequins ? Je trouve ça un petit peu dommage, mais en tout cas c'est comme ça que moi ça me donne envie de les jouer, c'est plutôt pas mal. Oui, et puis alors le problème c'est que on voit bien qu'ils ont essayé de faire un game design un peu marrant, qui nous est un peu narratif, et derrière les joueurs compétitifs ils le détournent. Par exemple Scary il joue ce détachement là de concurrence entre Arlequin et Drukhari, mais qu'avec des Drukhari. C'est genre, tiens, il gagne le pari. Il gagne le pari. Voilà, et il le joue que pour les strats et pour les trucs. Donc bon, en fait, ce n'est pas un détachement compétitif, point. On enchaîne ensuite avec les Emperor Children, ce qui là, pour le coup, vont se faire un petit peu taper sur le museau puisqu'ils sont sortis il y a 3 mois et donc ça y est, ils sont enfin couverts par la data slate uniquement vis-à-vis des changements de coûts en points. On voit que le prince démon volant, c'est-à-dire celui qui avait -1 dégâts, prend 20 points. Attention. Ensuite, on a Lucius l'Éternel qui prend 10 points, il était à 140, il passe à 150, il est à Astro Broken, donc c'est très très bien. Les Noise Marine qui eux prennent 10 points, on passe donc de 135 à 145. Et l'amélioration de la coterie qui permet de transformer un jet de touche de hit ou de sauvegarde en 6 une fois par tour, qui était notamment utilisé sur le Seigneur de la Cacophonie dans un pack de Noise Marine, lui prend 10 points puisque on passe de 20 à 30 points. La seule diminution de points qu'on va avoir dans cette armée, c'est Fulgrim qui passe de 385 à 365. À 365, même si je le joue toujours parce que je l'adore, il est toujours à chier quand même. Oui. Non, mais le problème, c'est pas les points. Ils auraient pu mettre -30, c'était de la merde, pareil. Oui. Écoute, moi je trouve ça bien ce qu'ils ont fait là, parce que ils ont tapé ciselé sur les unités qui posaient problème. Ils ont pas trop tapé fort. On peut pas mettre une augmentation de moins de 10 points donc sur Lucius et les Noise, donc ils ont pris le minimum syndical. Les princes, franchement, 10 points, on aurait eu l'impression qu'on se foutait de notre gueule. 20 points, c'est bien. 30, ça aurait été peut-être trop. En tout cas, c'est difficile de savoir aujourd'hui, mais je pense que 20, c'était le bon palier. Ça fera en sorte qu'on en voit peut-être plus 3, et qu'on en voit peut-être 2 ou 1. Non, j'aime bien. Il faut y aller mollo, parce que c'est un codex qui n'a pas trop de datasheets, donc si tu tues des datasheets qui sont centrales, tu tues le codex. Donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, avec légèreté. Je trouve que ça va, c'est faire. On passe maintenant du côté, assez rapidement, du culte Genestealer. Faut savoir que dans la dernière dataslate, c'était sans doute ceux qui avaient été le plus gâtés indirectement, puisque avant toutes les unités potentiellement revenaient sur du 5+, puis sur du 4+, c'était vraiment très frustrant
comme règle. Et en fait, ils ont mis en place un nouveau système qui était les points de résurgence, puisque en format 2000 points, vous aviez 10 points de résurgence. Là, on voit que les Gene Stealer par 5 sont passés à 2 points de résurgence, tout comme les Jaco, donc les motards, par 5. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui va avec la diminution de coût en points, puisque les Jaco par 5 ont perdu 5 points de liste. Oui, on est sur des petits ajustements, on est sur des unités qui sont pas jouées ou pas vues en ce moment, donc c'est très bien qu'on essaye de les remettre sur table en les buffant. Rien à dire de plus, c'est très bien. Yes. Ensuite, du côté maintenant des chevaliers gris, toujours en index bien évidemment, petite modification, en tout cas clarification sur le détachement de Noël, puisque avant ils avaient le droit à une relance des touches s'ils étaient en zone sanctifiée. Maintenant, il faut qu'ils voient l'unité au tir, et ça marche aussi bien évidemment en mêlée, et aussi des diminutions de coût en points pour justement le Brotherhood Champion. Les Terminators, comme tu nous l'as dit, ont baissé de coût en points, mais uniquement par 10, puisqu'ils ont perdu 20 points, ils sont à 400 points, tout comme les Paladins qui sont à 430, alors qu'avant ils étaient à 450. Oui, c'est bien, là encore, on voit que quand ils ont des ajustements qui derrière ont des petits bugs, ils les corrigent instantanément. Donc, ils avaient dit, vous n'allez plus relancer les touches si vous essayez de faire du tir sans ligne de vue. Le problème, c'est quand vous faisiez du corps à corps sans ligne de vue, mettons avec une ruine entre vous, le wording qu'ils avaient choisi désactivait aussi la reroll des touches, ce qui n'était pas voulu. Ils le corrigent immédiatement. Ensuite, du côté maintenant des Votan, pas de diminution ou d'augmentation de coût en points, il faut croire que l'armée est plutôt balance. Par contre, pareil, des petits ajustements au niveau des règles, notamment le Brokir Iron Master qui était accompagné justement de plein de petits compagnons. Avant, en fait, on ne savait pas comment les gérer puisqu'ils n'avaient pas vraiment de mots-clés par rapport au transport. Là maintenant, en fait, il n'y a que lui. Et les ICOG, en fait, justement, utilisent l'espace de 0 modèle dans les unités. C'est ça, on avait un problème, c'est qu'ils pouvaient embarquer, mais ils embarquaient tout seuls, on ne pouvait pas embarquer d'autres nains avec eux, et donc là on va pouvoir, et ces cogs-là, ils viennent se mettre directement sur le véhicule, et ils ne nous emmerdent pas à l'intérieur de l'habitacle. Comme des skis dans les œufs. Comme des skis dans les œufs, exactement, on ne prend pas les skis à l'intérieur des œufs. On ne fait pas ça. Donc là, ça va permettre d'autres fonctionnements, d'autres petits builds, notamment le Grimnir qui n'était pas pris essentiellement pour ça. Donc, je rappelle, le Grimnir, c'est le mage nain qui arrive avec 2 petits cogs qui sont un vue à 4 et qui donne plus 1 à l'endurance des nains et qui lui-même a une attrition au tir qui est quand même assez énervée, surtout quand il sort d'une forteresse et qui peut relancer les touches. Là, on va pouvoir, on va se dire peut-être qu'on va en voir, soit en standalone, soit à l'intérieur des 5 petits nains. Donc ça, j'attends de voir ce que les joueurs Votan en font. Ça a l'air d'être une petite modification, mais ça peut avoir des impacts importants dans les builds. Yes. Maintenant, du côté des Necrons, j'aime bien le rework qu'ils ont fait. Globalement, ils ont fait une diminution de coût en points. Alors, on voit le Canoptem Doomstalker, il a perdu 5 points. Les Res, ils ont perdu 5 points aussi, puisque beaucoup de joueurs ont joué 18 pendant un moment de la méta. Les Deathmark ont perdu 5 points. Illuminator Seraz a perdu 10 points, tout comme le Technomancer qui en a perdu 5. Le Placemancer aussi. On va noter néanmoins que les Locust Destroyer par tout seul par 1 ont pris 5 points, en tout cas pour éviter justement pour ces petites unités qui vont tout simplement à ce qu'on appelle des action monkey ou faire des quarts de table. En fait à 35 points il faut croire que c'était toujours pas assez cher, donc maintenant on est à 40 et aussi augmentation de 15 points pour l'amélioration de Dermal Bond dans le détachement Awaken Dynasty. C'est un peu normal, hein, c'est une amélioration qui se mettait sur un score Packlorg, ça te donnait un vue à 4 et Feel No Pain à 4, sachant que dans Awaken Dynasty tu peux revenir à la vie. Bon, c'était une purge, et donc ils ne changent pas le fait que la règle soit présente, mais ils te rendent le combo un peu plus coûteux. Franchement, 90 points pour un score Packlord, ça fait des mortels à l'impact, ça fait des death wounds une fois par partie quand ça tape, c'est un vue à 4, PA élevé, dommage 3, ça tape très fort, voilà, donc je suis pas choqué. C'est intéressant, le Necron qui était astro-fort quand il était sorti, il a mal vécu, j'ai envie de dire, ce fameux power creep. Est-ce que tu penses que là, ce qu'ils font va permettre au Necron de revenir ? Alors déjà, moi je trouve que le Necron, là dernièrement, n'est pas parti. En fait, depuis la V9, il n'a jamais quitté la scène compétitive. Parfois pour de mauvaises raisons. En V9, c'était pour ses secondaires débiles. En V10, c'est pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il fait vraiment son rôle. Il tire très fort avec ses Doomsday Arc. Le roi, c'est peut-être une des seules ressources qui a encore le no modifier, mais à l'ancienne, c'est-à-dire les moins 1 dommages, les moins 1 bless, les AOC, tout ça, il s'en moque totalement. Donc ça donne quand même des ressources qui sont de toute façon toujours intéressantes. On a les Score Packlord qui tapent fort, on a les Vrace avec le combo pour donner Feel No Pain à 5
sur des bodies qui ont un vue à 4 et qui peuvent revivre avec des réanimateurs. En fait, ils ont tout ce qu'il faut pour durer dans la méta. Dans les détachements, tu as des react moves, tu as des moins 1 dommages, donc tu as tous les outils qui font que, en fonction de où en est la méta, tu vas trouver ton équilibre. Un coup ce sera Star Shatter, un coup ce sera Awaken Dynasty, un coup ce sera Canoptech Court, Bismillah, on les voit plus. Donc voilà. Donc franchement, moi je trouve le Necron assez équilibré et plaisant à jouer désormais. Enfin, on sait ce qu'on fait face à un Necron, il est là pour t'empêcher de jouer. Mais ça reste, t'es pas comme contre un Admech où tu sais qu'il y en a qu'un des deux qui va prendre du plaisir, quoi. Ouais. Voilà. On est ok. On enchaîne ensuite du côté de nos amis les peaux vertes. Les peaux vertes qui avaient eu un détachement Astro PT qui était le plus Odaka à Noël, qui s'est fait taper sur les doigts à juste titre et assez rapidement. Alors, d'un côté, Game Workshop, je trouve c'est un petit peu décrédibilisé en sortant ce détachement où c'est testé ça. C'est bizarre le Substain 2 là. C'est bizarre quand même, hein, des Luta qui touchent mieux que des Eldar. C'est bizarre. Bon, bref, le fait est que Game Workshop a été réactif et c'est pour le mieux. Là, on voit des petits ajustements au niveau des règles qui sont très légers, notamment justement sur le détachement culte de la vitesse qui avait un stratagème qui vous permettait de désengager tir. Maintenant, il permet de désengager tir charge. Vous aviez aussi, alors c'était plutôt le fait de rétro-pédaler pour clarifier les squeak-bongs dans les tank boosters, ce qu'ils avaient déjà fait pour d'autres unités, puisque avant les squeak-bongs avaient 2 usages uniques par partie, maintenant c'est un usage unique, mais c'est par squeak-bong, tout simplement un wording qui est changé par rapport à ça. Ensuite, du côté des coups en points, par contre là ça change pas mal, on a le Big Mech avec Shock Attack Gun qui prend 10 points, le Boom Dakas Nasgagon qui en perd 10, ça on s'en fout, les Boys par 20 qui en prennent 10. Donc ça c'est uniquement un ajustement pour justement les Swarms, les Devcopta qui sont quand même des bonnes unités qui perdent 10 points, les Flash Guides qui pareil par 10 seulement vont en prendre 10, les Luta pareil mais uniquement qu'à partir du moment où tu vas jouer les Luta par 8, en tout cas par 10 dans les squads, les Custom Booster Blasta qui perdent 10 points, bref plein de petites modifications mais qui vont quand même dans le bon sens puisque vers plus de modèles. J'entends mais j'arrive pas à comprendre le message qu'ils nous ont envoyé parce que ils disent ok, l'orgue de tir, c'est trop vu, trop joué, il faut que ça cesse. Donc on remet une louche au Boosta, Tank Boosta qui en avait déjà pris une. On met une louche au Flash Git, on met une louche au Lutas. Bon, tout ça, ça prend une louche. Pourquoi est-ce que les 20 boys prennent une louche ? 20 points, les 20 boys. Je comprends pas bien. Pourquoi est-ce qu'on nous redonne pas un petit peu d'oxygène sur un gameplay plutôt Warhorde ? On a aussi perdu des points, on a pris des points sur les trucks. Donc j'ai pas l'impression que l'orque soit spécialement toxique. Une fois qu'on a enlevé le Mordaka, une fois qu'on a équilibré le tactical qui était le Grotmus et en faisant monter les points un petit peu des chocs, les chocs attack gun, tout ça, c'est très bien. Mais donnez-nous de l'oxygène ailleurs, parce que sinon vous êtes juste en train de niquer le codex en fait. Donc j'arrive pas bien à savoir quel est le message envoyé. Non, je pense que tu as une vision trop compétitive, objectivement. C'est possible. Et je pense que quoi qu'il arrive, un truc tout bête, 6 trucks, un truc à 65 points, parce que c'est ça, il est à 70. C'était pas assez cher. Le ratio PV endurance chiennerie à sortir pour un mec qui a pas une liste ultra burnée ou qui a pas cette notion, tu sais, de prendre la ressource précise. C'est compliqué. Et pour moi, le Boys en amical a cette notion de si jamais tu prends, si tu prends 60 Boys dans 6 trucks, tu ne sais pas les stopper. Je dis pas que c'est astro pété. Je te dis juste que dans un contexte de liste amicale, ouais, je comprends. 65 points un truck, c'est pas assez cher. Je comprends. En tout cas, déjà, ce que j'aime bien, c'est. Proche de 1 point 1 euro. Déjà. C'est important de. Non, mais. Et puis avec les tarifs. Avec les tarifs, ça mon gars, on n'en peut plus. Non, en vrai, mon raisonnement est. Je te suis complètement et probablement que j'ai une vision un peu compétitive de la chose. Guilty as charge, pas de problème. Mais j'aime bien comprendre ce que me dit l'éditeur quand il fait quelque chose. Et là. Je sais pas. Non, un châssis à 65 points, en fait, t'es trop loin d'un Rhino. Honnêtement. En fait, le problème de cette V10, c'est que le point d'endurance ne coûte pas assez cher. Alors, mais ça, c'est global. Oui. Ça, mais donc, on a depuis le début, on a un sujet du jeu. Il le remonte. Oui, d'accord. Mais j'entends. Et ça, c'est un raisonnement, c'est un reproche global qu'on peut faire à la V10 sur le positionnement des endus élevés, des monstres, des véhicules, tout ça, ok. Mais en fait, mais dans ce cas-là, c'est ok pour le truc, mais donne-nous de l'oxygène sur les snagas, donne-nous de l'oxygène sur autre chose. Sur les commandos. Les commandos sont extrêmement chers. Je sais pas. Bon, c'est juste
Je dis pas que c'est pas fair pour l'orc, je dis que je comprends pas où ils vont, c'est tout. Ensuite, on va enfin ouvrir la porte, les amis, au Space Marine. Quelques modifications au niveau des règles, mais qui ne vont s'appliquer en général qu'aux ultramarines. Oui. Puisque, en gros, en ultramarine, vous aviez un gameplay qui vous permettait d'avoir beaucoup de points de commandement. Puisque vous aviez notamment Roboute Gulliman qui permettait de donner un point de commandement à 12 pouces autour de lui une fois par tour. Et vous aviez Marnus Calgar qui, s'il était présent sur la table à votre face de co, vous donnait un point de commandement. Et donc, plus les capitaines et plus tout ça, vous jouiez avec quasiment 6 PC par tour, quoi. Enfin, c'était quand même un peu con. Là maintenant, Marnus Calgar a été nerf, puisqu'il faut que ça soit votre seigneur de guerre pour vous donner le PC à la phase de commandement. Et Roboute Gulliman a eu un micro-nerf, c'est tout simplement que celui-ci, et comme toutes les autres figurines du jeu maintenant, le fait de donner un point de commandement, en tout cas de déprécier la valeur d'un stratagème de 1 PC, se fait bien une fois par round, et puis une fois par tour. Oui. Ensuite, au niveau donc des coups en points, quasiment que de la baisse, les agresseurs perdent 20 points par 3 et 20 points aussi par 6. Le capitaine à Jump Pack en perd 10. Les intercesseurs lourds, on rigole à chaque fois, oui, sont passés maintenant on va finir par les jouer. 5, et je rappelle que la dernière fois, ils sont passés dégâts 2. On va finir par les jouer. Franchement, oui. 200 points les attends, oui. Attends, moi, je suis très sérieux, je pense qu'il y a un truc à faire. Ouais. Les Hellblasters, alors là, par contre, je pense qu'on finira toujours pas par les jouer. Ils sont toujours... Enfin, ils baissent encore. Je crois que c'est une des unités qui a baissé à toutes les data slates, et on les a jamais vus. 110 points les 5, ça fait encore très cher. Marnus Calgar, il repasse à 200 points, et ça, c'est plutôt cool. Roboute Gulliman, il passe à 320. Ah oui, il a été nerf dans ses règles, donc c'est bien. Et les Vanguard vétérans à Jump Pack aussi perdent 15 points. On va donc peut-être les revoir à 95 points. Question pour toi, qu'est-ce que tu penses déjà de ces baisses de coups en points? Et est-ce que tu penses qu'on verra quand même des Vanguard vétérans à Jump Pack qui ne soient pas en Blood Angel avec le détachement plus de force? Alors déjà, je trouve que ce sont des baisses bien senties parce qu'elles sont que sur des unités qu'on ne voit pas ou des unités qui ont été nerfs. Donc c'est fait quand même avec précision. Les Heavy Intercessors, il faudra regarder. Au bout d'un moment, on va finir par les voir. Parce que 100 points les 5, je rappelle qu'on est sur des armures gravis. Donc c'est en du 6, 3 PV. Je crois que ça, contre les dommages 1, ça a une sorte d'Armor of Contempt, mais mieux. C'est-à-dire que c'est plusieurs à la save. Écoute, au bout d'un moment, on va commencer à se poser la question. Les Captain Jump Pack, on les voyait très peu, donc pourquoi pas. Les Hellblasters, comme tu dis, c'est toujours trop loin, je pense. Les Vanguard, oui, en fait. Les Vanguard vétérans, parce que 95 points les 5, donc moins 15 points les 5, moins 30 points les 10, ça veut dire qu'on n'est plus qu'à 5 points d'un assaut intercesseur Jump Pack. Donc ça y est, là, il y a eu un travail d'équilibrage interne au codex qui a été fait. Ils ont dit, attendez, 80 points... on a droit d'avoir une moufle, on fait des mortales à l'impact, et de l'autre côté, on est à 120 points, ou 110 points. Bon, on va monter cela, on va baisser cela. Oui, et on peut les mettre soit en invue à 4, donc ça, l'invue à 4, ça permet de changer la morphologie de résilience du Marines. Ton adversaire, il est plus habitué, il va te taper dedans avec des PA élevés, ça marche pas. Ou tu peux les mettre en Inferno Pistol. Donc, évidemment, tu les joues en Blood Angel, tu vois bien, parce que tu vas avoir une attaque de plus, donc tu vas faire 5 attaques, force 7, PA-1. Mais si tu les joues pas en Blood Angel et tu les joues genre tout simplement en Ultramarine, tu vas peut-être les équiper avec des Inferno Pistoles et tu vas avoir un +1 bless au tir. Ou tu les joues en Firestorm et tu vas avoir Advance Tir, +1 bless au tir, t'es des Melta, et donc tes Melta, ils vont reroll les bless. On a vraiment des points qui sont cohérents. Voilà. Donc oui, probablement, moi j'ai envie de les examiner en Blood Angel, en Firestorm, en Gladius. Pas de problème. En tout cas, le Marines continue s'aligner dans cette 10e édition. Ça a été le premier codex qui est toujours balance. C'est plutôt cool. On va maintenant passer à sans doute la meilleure nouvelle de cette data slate. C'est en tout cas une modification structurante pour les taux et pour leurs règles d'armée. Je vous le rappelle, la règle d'armée des taux, c'est qu'une unité était guidée ou observatrice. Là, ça change complètement. Maintenant, vous allez seulement déclarer que vous allez avoir des unités qui vont être observatrices. Et elles doivent ne pas être ébranlées et avoir justement l'unité visible. Et en fait, elles vont être observatrices pour tout le reste de l'armée. Donc, toutes ces notions se font au début de la phase de tir. Vous allez déclarer cette unité est observatrice, cette unité est observatrice, cette unité est observatrice. Et tout le reste, dès que ça va tirer dessus et tant qu'elles ne sont pas observatrices, vont bénéficier des bonus qu'on connaît déjà, c'est-à-dire +1 à la capacité de tir. Et si jamais l'unité a un marqueur light, alors ignore couvert. Et si l'unité est pété est stealth, alors relance D1 à la touche et à la blessure. Mais c'est pour tout le monde. Pour toute l'armée, donc c'est pas juste pour le pote à qui j'ai envie d'attribuer ma relance D1 à la touche et à la blesse. C'est concrètement, j'attribue un mini Doom, vraiment une sorte de serment de l'instant du début de la V8 ou de la V10 où on avait full reroll. Avant que de te laisser commenter, changement de coup en point. Les carnivores, les crews de carnivores seulement par 20 ont une augmentation de 10 points.
quelques améliorations ont été modifiées, mais en réalité, c'est surtout les stealths qui donc vont prendre 20 points, passant donc de 60 à 80, ce qui est normal. Maintenant, tu peux cracher. Je crache pas, je trouve ça très bien. Les tours, on ne les voyait pas. Et donc, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Trop on bien. est sur une version qui est pas vraiment très friendly pour le taux. Et donc, il faut lui redonner un peu des mécanismes qui ne cadenassent pas son gameplay. Là, c'était chiant de dire, lui, il cible pour tel pote, lui, il cible pour tel pote. Enfin, moi, en tant qu'adversaire taux, je refusais de suivre. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, je m'en branle. En fait, c'est quand même beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Et puis surtout, ça donne de la vraie valeur. Donc, on a au stealth, on a une armée qui tire et qui est capable de dire, là, il y a 3 unités que tu as exposées. Voilà, je les doom. Donc, mini serment de l'instant, début de V10. C'est-à-dire reroll des 1 à la touche, reroll des 1 à la blesse pour toute l'armée. Et juste parce que je te vois avec une stealth. L'autre, pareil, ainsi de suite. Bon, ça donne des gameplays différents. T'es plus obligé de jouer une grosse escouade de crisis pour pouvoir bénéficier au maximum de ta désignation avec ton stealth. Tu peux jouer des petites escouades qui vont se multi-activer et il n'y aura pas de rupture non seulement de la dési, mais aussi de la désignation par stealth. Bon, ça c'est vachement cool. On peut imaginer des commandeurs standalone, on peut imaginer plein de choses. Bon, ça fait plaisir. Yes, qu'est-ce que tu peux dire sur le Coyon ? Le Coyon, il a pris un petit nerf parce qu'avant, on était en Sustain 2 à partir d'un certain moment, et maintenant, ce buff-là, il a été remplacé par ignore les modificateurs à la touche. Bon, c'est moins bien que Sustain 2, parce que on le rappelle, Sustain 2, mécaniquement, c'est au minimum un +1 pour toucher, en moyenne. Donc, c'est un +1 pour toucher tout le temps, alors que l'autre, c'est un +1 pour toucher parfois. Ensuite, on va avoir des micro-ajustements, par exemple les Farsight Team qui eux vont avoir la full relance des touches et pas que des 1 à partir du moment où ils sont guidés. Bref, que des petits ajustements comme ça. Le fait est quand même que c'est super cool pour les taux et j'espère clairement qu'on va les voir. On vous affiche ici aussi justement les nouveaux coups en point des Space Wolves puisqu'ils ont été couverts dans la data slate. Au moment où on avait tourné le codex review, on les avait pas. J'en ai parlé en live sur Twitch, donc déjà ça veut dire que allez sur Twitch parce qu'on fait beaucoup de live. Là, si on regarde un petit peu, on voit que par rapport au coup papier, bien évidemment, Bjorn qui est à 180 en réalité à 170. Je rappelle que c'est une figurine qui va donner un PC par tour et qui a un transhuman de série qui fait qu'il a -1 pour être blessé si la force dépasse son endurance. On a les Grunter qui sont passés au C3 et qui relancent les jets de blessures sur les objectifs qui étaient à 190 points les 10 sont à 180 points puisque c'est malheureusement dans l'ADN des Space Wolves on ne peut pas jouer les packs par 5. On voit que les Lieuteneurs n'ont pas changé de coup en point, ils sont toujours à 100 points les 3 et par contre par 6, donc cette grosse enclume a pris 20 points. Les Wolfen, et c'est normal et c'est bien, ont pris 5 points quand on les joue pour de l'anti-infanterie et quand même 10 points. Alors là on va en parler. Est-ce que c'est bien 20 attaques qui vont toucher à 3, anti-véhicule 3+, PA-2, dégâts flat 3 pour 100 points. Est-ce que tu penses que c'est ce que ça vaut ou pas? Puisque c'est aussi des bodies de Space Marine qui ont 2 points de vie et une invulnérable à 4. Et en du 6. Et en du 6, bien évidemment. Et ensuite, petit abaissement, c'est marrant, tu l'avais appelé celui-là, c'est le fait que les preneurs de tête sont quasi au même coût que les Blade Guard. Oui, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont décidé de les mettre un peu plus cher, alors qu'ils sont probablement un peu moins bien. Et du coup, par contre, ils n'ont pas baissé le prix des 3 petits loups, ou des 6 petits loups qui viennent avec, ce qui fait que tu te retrouves à les acheter plus cher que les loups avec règles spéciales. Donc là, il y a une petite dissonance cognitive qui va pas durer, parce que, en tout cas, elle n'a pas de sens. Mais du coup, rendez-vous prochain MFM. Oui, t'as aussi les Terminators qui ont perdu 10 points, puisqu'on est à 170 les 5, avec des Terminators pareil qui ont le -1 bless de série si la force dépasse l'endurance, et je le rappelle qu'ils peuvent taper en mourant sur du 4 avec Arjak. Oui. Bah écoute, moi je suis ravi de les avoir déjà, parce que on se demandait s'ils allaient les sortir au moment de la boîte ou pas. Ils les sortent maintenant. C'est top, c'est point. Si on va pouvoir expliquer un petit peu ce que dit Olivier, faut comprendre que quand Game Workshop sort une boîte collector, dans leur tête, le codex n'est pas officiellement sorti. Oui. Donc les facs et les coups en point n'arrivent que quand le codex est commercialisé en indépendant. Et depuis les Emperor Children's, quand la boîte sort, on a les coups en point et donc l'armée est définitivement jouable. Voilà, donc ça c'est top. Écoute, moi je suis content. Ils ont augmenté les Thunderwolf par 6, c'est bien parce que ça a trop de valeur sinon quand ils sont joués par 6. Par 3, c'est bien qu'ils les aient laissés. Je suis un peu étonné quand même que 3 modèles, un vu à 4 et 4 PV coûtent 100 points alors que les mêmes Outriders coûtent 80 points. En Marines classique, mais bon, pourquoi pas. Moi, je pense que ça reste quand même encore un peu undercost. Les Wolfen... Et souvent, c'est exactement ce que disent toutes les personnes quand on regarde aujourd'hui. Globalement, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans toutes les armées du jeu, vous avez, alors elles sont pas bonnes, mais 3 lames infaillibles pour 110 points, 3 octoliers pour 110 points. On pensait en effet que les Lieuteneurs allaient être au moins à 110. Oui, je pense que ça aurait dû être au moins à 110.
Ensuite, on a les Wolfen qui ont été augmentés, et c'est normal parce qu'ils étaient vraiment dans le codex pas assez cher. Oui, pour répondre à ta question, 2 attaques anti-véhicule 3+, anti-monstre 3+, PA2 dommage 3. Ben oui, c'est bien, surtout pour ces prix-là. Donc là, c'était à 90, c'est passé à 100 points. À 100 points, ça reste toujours très valable. Je pense que ça va toujours attirer des mecs qui veulent en jouer 30. Moi, je suis pas sûr de vouloir en jouer 30 à ce prix-là. Mais oui, en fait, comme tu as une qualité d'attaque importante, bah, c'est pas grave d'avoir un volume pas si important que ça. Tu vas évidemment attribuer le rôle des touches, parce que sinon, tu risques vraiment de te vautrer. Mais anti-véhicule 3+, et létal dans le bon détachement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc moi, je suis assez content de ces points. Ils ont baissé Bjorn. Ils n'ont pas touché les packs de Bloodclaw. J'observe que ça fera débat. On a un pack de 20 Crusader qui vaut 310. On a un pack de 20 Bloodclaw qui vaut 270. En même temps, t'as 4 armes spéciales dans un pack de... puis excuse-moi, t'as aussi un personnage qui va leur donner l'Advance Charge, le Feel No Pain A5. Les synergies sont pas les mêmes. Les synergies sont pas les mêmes, les règles intrinsèques sont pas les mêmes. Là, tu as Advance Charge d'un côté, de l'autre côté, tu as reroll les Advance, reroll les charges, coûte 6. Non, je suis pas d'accord du tout avec toi. Il y a quand même un des deux qui a le poil soyeux. Oui. Qui renvoie la balle quand tu lui envoies. Oui. Ce qui n'est pas le cas des Black Templars. Les Black Templars renvoient très mal la balle. C'est vrai. Et ils digèrent pas bien le Royal Canin. Donc ça fait une grosse différence. Toutes les habituellement, je te trouve plutôt pertinent. Là-dessus, je te trouve pas du tout objectif. Je suis un peu désolé, j'avais oublié effectivement ton sponsor, Royal Canin. Bon, écoute, en tout cas, moi je suis ravi. J'ai très envie de les jouer à ces prix-là. De même que j'ai très envie de jouer les Blood Angel dans ce qui nous est proposé, des choses un peu MSU, un peu Jump Pack. Donc vraiment beau travail. Yes. Et les amis, on va terminer avec les Tyrannides, puisque les World Eaters ont eu leur codex qui est tout frais, il n'y a pas de modification dessus. En tout cas, au niveau des Tyrannides, c'est intéressant ce qu'ils ont essayé justement d'amener. Si on regarde la data slate, on voit que le prince volant, donc qui a les mêmes mécanismes qu'un capitaine Space Marine, a vu son aptitude de donner un PC à 12 pouces de lui une fois par tour et passer une fois par rang, ce qui est complètement légitime et vraiment c'est bien. Par contre, on voit que le psychophage, qui était une unité qui était présent et qui est apparue lors de la 10e édition de Warhammer 40 000, qui est cette fameuse figurine avec une espèce de cheminée à la place du cul, là tu vois de quoi je parle. Bah voilà, bah c'est pareil. Qui avant donnait en fait un insensible à douleur à 6 aux unités à 6 pouces de lui. C'est une figurine qui n'était jamais jouée, qui avait vu son coup en point mais ultra baissé, puis baissé, puis baissé. Moi je l'ai joué à chaque fois en partie narrative puisque j'en avais 2. Là c'est intéressant, il a changé sa règle donc qui était le fait de donner le sensible à la douleur à 6. Maintenant en gros s'il a pris pour cible une unité, et ça tombe bien parce qu'il tire très bien, il fait D6 plus 3 tirs, si tu as été pris pour cible de cette arme, alors toute l'armée tyrannide va avoir plus 1 à la PA au corps à corps. Et ben c'est structurant parce qu'avant t'avais genre bon ok un petit Feel No Pain pour augmenter ta tankiness qui n'avait aucun intérêt si jamais tu jouais en invasion par exemple, parce qu'un PC Feel No Pain à 5. Là tu es en train de dire ok je t'ai craché dessus comme un Genesteur culte le ferait avec son buggy, et ça marcherait aussi au tir, bon, ils sont plus forts, je vais flétrir ton armure et je vais avoir plus 1 à la PA avec toutes mes armes de corps à corps. Et ben, c'est souvent ce qui peine à fonctionner chez le Tyrannide, c'est que son impact au corps à corps est un peu moisi, parce qu'il n'y a pas assez de PA, que ce soit les guerriers, que ce soit les Raveners, ça ventile beaucoup, il n'y a pas assez de PA. Et ben là va y en avoir, et franchement c'est chouette, parce que ce genre d'unité qui apporte un nouveau gameplay et de nouvelles mécaniques et surtout de nouvelles couleurs pour la totalité des datasheets, franchement top, bien senti, bien vu. Et quand même rajoutons que justement ce fameux psychophage va déjà avoir une caractéristique de mouvement qui va passer à 12, et puis il va hériter du mot-clé fumigène, qui donc le rend éligible à l'utilisation de ce stratagème pour avoir -1 pour être touché. Et ce qui n'est que légitime avec une cheminée à la place du cul. Donc donc en fait, on juge sur le physique les figurines. On juge sur le physique. Non mais c'est déjà un totem qui a un insensible à la douleur à 5 de base, qui va être probablement, en tout cas moi je le pense, mais je pense que l'éditeur l'a construit comme ça désormais, un pivot du gameplay Tyrannide, donc il va attirer le feu. Bon du coup avoir un mot-clé smoke, ça va être très important.
Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que finalement, même les autres détachements où le gameplay va changer du tout, parce que, alors, certes, par exemple, le prince démon, on a vu donc sa capacité de donner un PC, c'est plus une fois par tour, c'est une fois par round, mais il perd 30 points. Il est à 170 maintenant, papa. Et justement, dans beaucoup de détachements, tu sais, on aime le jouer soit avec une relance des touches, comme il a déjà une arme jumelée. En fait, c'est vraiment un missile qui potentiellement pouvait one-tap quelque chose. Oui. Et là, à 170 points, putain, c'est pas cher. Enfin, il perd 30 points, quoi. C'est énorme. Ensuite, on va avoir le Screamer Killer qui, lui, perd 10 points. Ça, c'est plutôt gentil. Les Hive Tyrant qui a perdu 30 points aussi dans sa version à pied. Et la Hive Guard qui perd 10 points par 3 modèles. Et le Swarmlord qui perd 20 points, enfin. Alors, il était cher, il est très bon, parce que lui, il donne un PC à chaque phase de co. Effect. Et bien évidemment le Vect, mais surtout il était à 240, il passe à 220. Donc là je pense que pour le coup, dans chaque liste, on va quand même gagner entre 30 et 40 points. C'est un petit socle en plus, pourquoi pas. Oui, moi je trouve, enfin on va le voir, hein. En plus de ça, ils héritent d'un détachement que je trouve absolument mortel. Donc ça, plus le changement du gameplay avec cette amélioration de la pénétration d'armure, enfin moi je trouve que ça donne envie de relire tout le codex de A à Z sous ce nouvel angle. Ces deux nouveaux angles, le nouveau détachement dont on vous parle après, et cette nouvelle PA, parce que des Ormagant PA1, ça sera PA2, parce que des Ginestilaires PA2, ça sera PA3, ainsi de suite. Donc, pareil, il y avait un petit problème de PA sur les monstres, globalement. Les monstres étaient toujours avec des PA un peu asthmatiques. Tu prends la Norn, ou les différentes versions de Norn, souvent ça manque de punch à cause de la PA. En tout cas, la AOC, terminé, Armor of Contempt. Là, plus la même. Donc j'adore le travail fait. Micro-changement, turbo-ventilation de la méta, donc j'adore. Yes, complètement. On a fait le tour, les amis, donc des modifications de coups en points et des change rules. On va maintenant très rapido passer pour les compétiteurs au Tournament Companion, c'est-à-dire le petit guide que fait Game Workshop pour rééquilibrer son jeu, notamment au niveau donc potentiellement des socles, des figurines pour clarifier tout ça, et aussi sur les objectifs fixes versus tactiques. Oui, on a un document qu'on attendait qui finalement confirme ce qu'on pensait. Et qui nous a d'ailleurs été annoncé sur Warhammer Community. Donc on a No Prisoner qui sort des secondaires fixes. On peut le jouer en fixe, en amical, mais pas en compétition. On a les péripéties qui ne seront pas jouées, en tout cas ne sont pas proposées dans les scénarios proposés par Game Workshop. Et puis on a la liste des scénarios que propose Game Workshop avec les appariements entre déploiement et façon de scorer du pairing, donc mission. Donc ça c'est très bien. Il y a aussi un gros effort qui est fait par Game Workshop pour l'environnement compétitif, et c'est une demande des arbitres, c'est quelque chose qui a été fait par le WTC jusqu'à présent, qui est intégré par le Tournament Companion. On a la liste des modèles et de leur base. Parce que souvent, leur socle. Donc c'est souvent ça qui peut générer des sujets d'imprécision dans le jeu. Et là, pour toutes les factions, tous les modèles ont un socle avec la taille préconisée par Game Workshop. Et d'ailleurs, un changement majeur, les gars, qui va changer la vie de tous les joueurs de Warhammer 40 000, puisque maintenant le Soul Grinder, donc le crabe Space Marine du chaos, a un socle. Et pour avoir fait le call avec Game Workshop, il dit ouais, mais ça veut dire que nous maintenant on doit le mettre dans les boîtes. Oui. J'ai trouvé ça génial, tu sais là. Ah bah oui. Mais quelque part, il y a aussi une question d'équité, parce que ça vaut aussi pour le Defiler. C'est un peu bizarre de se dire, tiens, les marcheurs des Adeptus Mechanicus, ils ont des énormes socles, on sait pas quoi en foutre. C'est d'ailleurs une de leurs failles. Et par contre, les autres peinards, ils restent sans socle et ils font pas chier. Faut imaginer en fait qu'en plus c'est un crabe, c'est-à-dire qu'en fait je te vois d'ici, mais là je suis à couvert. Enfin, faut se rendre compte en fait de ça, quoi. Oui. Donc du coup, ça c'est une sorte d'harmonisation. Pas complètement faite, parce que le triarche Stalker des Necrons, lui, n'a pas de socle, alors qu'il a encore des petites patounes, mais il n'est pas aussi gros. Voilà, donc là-dessus, pas grand-chose de plus à dire, à part que pas de signe de la question des challengers. Pour Game Workshop, il n'y a pas le moindre doute qu'on va les jouer. Ça fait partie de la nouvelle édition, et donc ils n'en disent pas un mot de plus que ce qu'ils ont déjà dit dans la sortie du 24 mai. En tout cas, pour les personnes qui ne sont pas des compétiteurs énervés, mais qui aiment bien avoir des tables équilibrées, moi je vous recommande quand même d'utiliser 3 niveaux. Soit vraiment vous les jouez comme les pros, vous pouvez utiliser les patrons de table qui viennent, ce qu'on appelle les layouts WTC pour World Team Championship, qui sont de loin les plus chargés, mais aussi les plus contraignants en termes justement des décors que vous devez avoir pour pouvoir les faire. Vous avez en dessous de ça la version de la FEC, avec des décors plus normés aussi, 9 par 6 ou ainsi de suite.
Et enfin, vous avez les zones de terrain proposées par Game Workshop qui vous permet quand même de faire des tables assez jolies où en fait vous allez avoir des espèces de plus petites zones sur lesquelles en fait tout simplement les véhicules peuvent aussi les traverser. Et notamment si vous avez par exemple, je sais pas, les décors Game Workshop de Pipeline ou des décors Kill Team, et c'est vraiment fait pour, et ça permet de bien équilibrer les parties. On est toujours sur des zones rectangulaires qui pour certains cassent un petit peu l'immersion, mais en tout cas on sort complètement des décors en L qui font qu'on a l'impression de jouer avec des livres. Donc ça c'est vraiment pas mal, je vous recommande vraiment d'essayer là-dessus. En tout cas on va maintenant se focaliser sur les nouveaux détachements. Quel plaisir et quelle surprise de voir surtout une data slate encore une fois avec des changements de règles, des changements de coups en point, un document pour les tournoyeurs et aussi des nouveaux détachements pour rééquilibrer le tout, pour apporter de la fraîcheur sur les armées qui ont été un petit peu oubliées. Quel plaisir. Et là on va commencer d'ailleurs par les tyrannides. Game design de grand malade. Oui. Échelle de puissance burné quand même. Burné. En tout cas qui va faire craindre le tyrannide là où on ne le craignait pas avant, c'est-à-dire sur son attrition et sa projection, et ça fait plaisir. On commence donc par le détachement. Alors nous on l'a en anglais, mais globalement ça va être l'assaut souterrain. Oui. Ça va avoir comme règle de détachement l'assaut surprise, puisque déjà toutes vos unités tyrannides vont avoir une relance des 1 à la touche, au corps à corps, au tir. J'ai bien dit toutes. Ensuite, à chaque fois qu'une unité qui a le mot-clé, alors en anglais c'est Burower, en français on va dire tunnelier. Et il faut savoir que les unités de Trigon et de Moloch ont justement ce fameux mot-clé, ça tombe bien, ce sont ceux qui s'enfuient au sol et qui justement creusent des tunnels pour pouvoir justement surprendre leur adversaire. Et ils vont avoir comme règle le fait qu'à chaque fois qu'ils arrivent des renforts, ils vont mettre un petit pion qui vont être à 1 pouce de lui et à plus de 3 pouces de toute unité ennemie. Ce pion va être détruit si l'unité ennemie rentre alors dans les 3 pouces, mais tant que ce pion est présent, alors n'importe laquelle de vos unités qui va arriver justement des renforts, va pouvoir arriver entièrement à 9 pouces de ce petit pion, mais surtout à 6 pouces de toute unité ennemie, et il aura le droit de charger. C'est pas mal, hein? Ça, c'est bien, hein? Excusez-moi, je pense que j'ai trop expliqué la règle. Globalement, à partir du moment où vous êtes un Trigon ou un Moloch et vous arrivez sous terre, vous allez mettre un token. Toutes les unités amies peuvent sortir de ce token à 6 pouces de toute unité ennemie et charger quand même. Voilà, là c'était plus clair peut-être. Ouais, c'est très fort. Hein. C'est très très bien, c'est-à-dire que tous les... aussi te le mimer. Bon, toutes les unités et les monstres qu'on avait du mal à envoyer dans la tronche de l'adversaire, et c'est la raison pour laquelle souvent on jouait plutôt en réception avec un gameplay invasion, beaucoup de monstres sur l'objectif. Bon, ces monstres-là, vous allez pouvoir les catapulter dans la chebou de votre adversaire assez facilement. Donc, on se souvient qu'en plus de ça, ça se joue désormais en conjugaison avec le +1 à la PA au corps à corps apporté par le psychophage. Bon, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant. On rajoute que dans ce détachement, les Trigons et les Molochs peuvent être personnages entre 1 et 2, ce qui du coup pourra être aussi votre seigneur de guerre si vous avez l'ambition d'avoir un gros ver de terre seigneur de guerre, ça vous regarde. Et donc voilà, donc on se retrouve à avoir quand même, on rappelle, on l'a dit au début, toute l'armée reroll les touches de 1. Donc de base on a un buff d'attrition qui va vous suivre, et en plus on a cette hyper-mobilité. On va voir d'ailleurs qu'on peut faire beaucoup de choses avec les stratagèmes autour de ces tunnels. Et donc ça va être une tuerie. Moi je suis hyper fan. Vous imaginez les gars, vous allez pouvoir... En fait, ce qui est bien, c'est que c'est 9 pouces de ce pion, donc c'est énorme. Vous allez pouvoir mettre le vieux Born avec 2 Carnifex. Pourquoi pas? Oui. Non mais c'est une idée qu'on voyait rarement. Enfin tu vois, je les joue tout le temps, mais c'est parce que moi je suis un gland, je suis un narratif, je suis sympa, tu vois. Mais quand elles n'avaient pas une forte valeur, comme tu disais, de projection, tu ne pouvais pas les rentabiliser. La Ruspex, toutes les autres figurines. Là, on va être capable vraiment de les envoyer dans la bouche de son adversaire. Et ça fait plaisir. Et pour le coup, je trouve que c'est moins con que la Death Guard, entre guillemets, les charges à 6, qui va les fait pas 6 into charge. Parce que pour le coup, en fait, là, c'est vraiment, il faut que l'on place le Moloch. Alors, le Trigon ou le Moloch, alors eux, ils arrivent à 9, il y en a un des deux qui peut arriver à 6. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est mieux que le je te vois, je peux faire pas 6. Et puis ça a des gros culs quand même, donc quand on met ça avec les ruines, ça va pas être évident de tout organiser, mais on est sur plutôt quelque chose qui ressemble au démon avec son aura du warp, son aura des ténèbres qui fait que tu peux faire pas 6, plus qu'au Death Guard effectivement. Bon, en tout cas, je trouve le game design incroyable. Et on va voir, je trouve que c'est fort.
Au niveau maintenant des améliorations de ce détachement, on va retrouver le premier qui est la stratégie synaptique. Tout simplement, ça va être mis sur un modèle tyrannide et une fois par partie, il va être capable de faire une arrivée précipitée à 0 PC, même si une arrivée précipitée a déjà été déclarée à ce tour. Ensuite, on va avoir le Tremor Senses qui va permettre de redéployer 3 unités une fois que les 2 jours ont fini de se déployer, mais avant de savoir qui commence. Ensuite, on va avoir le Vanguard Intellect qui permet à une figurine tyrannide d'arriver un tour plus tôt par rapport justement à ses renforts. Et on termine avec le Trigon Prime qui peut être mis uniquement sur un Trigon, puisque vous avez compris, comme Olivier nous l'a dit, qu'on peut avoir jusqu'à 2 Trigons qui sont des personnages, qui va être Synapse, pas mal, et qui va aussi augmenter sa force et sa capacité de touche de 1. Je trouve le Synaptic Strategy intéressant parce que les doubles Rapid Ingress, on sait que ça met de la pression, on le voit souvent en mécanisme d'attrition et de pression du Custodes avec ses petits piafs. L'autre que j'aime beaucoup, c'est celui qui permet d'arriver dès le T1 en FEP, et je le mettrai sur un Trigon. Donc en gros, je mettrai 2 Trigons, moi, un personnage, celui qui permet d'arriver T1 et celui qui est Synapse de base. Parce que je rappelle que la Synapse, maintenant, elle augmente la force aussi, donc et véhiculer la Synapse autour de votre tunnel, c'est cool. Mais pourquoi le T1 ? Et parce que vous allez pouvoir arriver dès le T1 dans votre zone, créer une sorte d'entrée de tunnel, repartir, on va le voir, ça fait partie des stratagèmes en FEP, et après vous pourrez faire une sortie de tunnel. Et vous allez voir que dans les stratagèmes et dans le kit qui est proposé, ça permet de faire des mécanismes extrêmement intéressants, et surtout en gros de ne jouer qu'avec les tunnels et pas avec les tunneliers. C'est-à-dire on a un tunnelier, on le préserve. Il n'y a pas besoin de l'exposer. Ouais, mais est-ce que tu penses te souvenir tour 5 où était l'entrée, où était la sortie ? Alors ça, je te laisse mettre de tes propos. Moi, en général, je me trompe pas de trop, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Ah ouais, on parle là-dessus. Ok, bon, on enchaîne avec les stratagèmes. Alors, optimisation adaptative, ça s'utilise pour un point de coup à la phase de commandement sur un Moloch ou un Trigon, et celui-ci devient Synapse jusqu'à votre prochaine phase de commandement. Donc ça, c'est évidemment fort parce que vous allez pouvoir poser une bulle de Synapse autour de votre tunnel, ce qui permet non seulement d'être plus fiable sur les tests de commandement, mais aussi d'avoir le bonus de force. Ensuite, game design de malade, vous allez avoir un stratagème qui va s'utiliser à votre phase de mouvement pour un PC, vous allez choisir une unité qui est à 9 pouces d'un fameux marqueur de tunnel, et vous allez la soigner de D3+1. Si ce sont des figurines à un seul point de vie, vous allez ramener D3+1 figurine. Il y en avait qui étaient en retard dans le tunnel, c'est exactement ça, c'est trop stylé. Ensuite, ça veut dire aussi que si vous avez des unités de gargoyles, ou en tout cas de Hormagone qui sont blessés, que vous avez ramené dans les ombres au tour d'avant, vous allez arriver à 6 de l'adversaire, et pour un PC, vous allez regagner 3 pouces. Et donc, on le rappelle, en fait, ces mécanismes de rip-hop fonctionnent toujours très 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 bien, puisque ce stratagème s'utilise à votre phase de mouvement sans que ça soit précisé en dehors de la sous-phase de reinforcement. Et donc, en effet, le fait de ramener D3 plus une figurine, vous gagnez 2 pouces plus la taille d'un socle. Donc, en fait, vous chargerez même pas à 6, vous allez être capable d'aller chercher des unités 3, encore plus loin. 3, ouais. Ouais. Ensuite, on va avoir comme stratagème pour un PC le fait qu'à la fin de votre phase de mouvement, vous allez choisir une unité tyrannide, et celle-ci va avoir touche soutenue et ignore cover jusqu'à la phase de combat. Voilà, donc ça veut dire que vous allez bien tirer et vous allez bien closer avec cette même unité, donc pas mal. Ensuite, tu nous en parlais tout à l'heure, c'est le Tunnel Network, donc le réseau de tunnels trop stylé qui coûte un PC. Ça va marcher sur une unité tyrannide à la fin de votre phase de mouvement qui est à 9 pouces justement d'un tunnel marqueur. Cette unité va pouvoir être remise en réserve et replacée à 9 pouces d'un autre tunnel à 6 pouces de toute unité ennemie. C'est trop cool. Ouais. C'est trop cool, et surtout ça veut dire que vous allez pouvoir avoir du jus, du souffle qui végète loin derrière, parce qu'il y a besoin de le protéger. Je sais pas, un Swarmlord par exemple, ou un Prince, ou une Exocrine qui a besoin au début d'apporter un peu la démocratie dans les couloirs de tir, mais qui à un moment donné va vouloir se projeter pour prendre le meilleur angle. Bon, en gros, vous allez pouvoir avoir, au moment où vous le souhaitez, une sorte de projection de gros cul qui bouge de 8 et qui traverse pas les murs. Voilà, stop, vous les mettez au milieu, où vous voulez. Franchement, c'est très très cool comme souplesse tactique. Peut-être un petit peu trop fort aussi, qui va être le Swarmling Assault, qui vaut un PC. Celui-là, ça s'utilise à la phase de charge. On va l'utiliser sur un monstre tyrannide qui vient d'être justement mis en renfort. Enfin, qui vient d'arriver des renforts. Toutes les unités à 6 pouces de lui vont pouvoir relancer les jets de charge. Et ils ont de l'élan. Ils sortent du tunnel. Yallah! Ça fait beaucoup de choses quand même, non? En fait, ça veut dire que ça fiabilise le gameplay. Oui, dans ce sens-là, c'est intéressant. En vérité, sinon, quand on va faire la géométrie sur table, t'es quand même en train de dire, soit j'arrive avec des petites sauterelles et mon impact sera pas magique, soit j'arrive avec des gros culs. Donc,
tu vas pas forcément être à 6 de ton adversaire, tu vas peut-être être à 7, peut-être même être à 8. Et t'as pas envie de te retrouver là pour dire bah oui, mais j'ai raté ma charge. Bon, là où je rejoins et j'aime bien, c'est le fait que finalement, c'est un PC que tu utilises en prévision pour reroll les charges. Oui. Donc en fait, les charges à 6, tu aurais pu en réussir 2, tu vois ce que je veux dire. Oui, là, tu vas payer ton PC pour t'assurer de ça. Voilà. À la limite, ok, je comprends. Et on termine avec le dernier stratagème qui s'appelle le stratagème de retraite. Il s'utilise à la fin de la phase de combat adverse et vous allez pouvoir prendre soit une unité tyrannide, soit 2 unités de tunnelier, donc Trigon ou Moloch, et les remettre en renfort. donc bah, tu peux vraiment faire du up and down avec toute unité tyrannide, déjà ça c'est fort. En fait, c'est rigolo. En fait, il va falloir redécouvrir le codex tyrannide. Oui, il va falloir le relire entièrement. On est en train de dire que le deuxième codex de cette 10e édition, qui nous a permis de jouer pendant quasiment 2 ans, avec des mécanismes d'attrition qui étaient critiquables, encore une fois, parce qu'on était très bon pour deny, je crois qu'on était la meilleure armée de deny de primaire, très bon pour les secondaires, notamment avec le détachement Vanguard, mais on manquait un petit peu de punch. Honnêtement, tu te rends compte, t'es un joueur tyrannide, tu surkiffes ta race. Ah bah là, je pense que tu kiffes, parce que vont pouvoir traverser ces tunnels aussi bien des petites sauterelles que des Norn Emissary qui vont pouvoir choisir, soit il y a la version de la Norn qui mettait des grosses tartines et qui avait été pas très résistante, donc t'avais pas trop envie de la jouer, soit la Norn qui est résistante mais uniquement quand elle arrive sur son objectif, là tu vas pouvoir la délivrer au bon endroit, elle va pas prendre des coups de la scan avant d'avoir son Feel No Pain. Putain, c'est vraiment cool. Le combo dont je vous parlais tout à l'heure, tu prends ton tunnelier qui peut FEP dès le T1, tu le fais FEP chez toi. Tu crées une entrée de tunnel safe de tout le monde. À la fin du tour adverse, tu le renvoies dans les ombres. Au tour où tu as envie de FEP avec ta tu refais la même, bien sûr. Tu refais la même. Et donc, tu l'as fait, et du coup, peut-être ta sortie tunnel sera détruite, mais ton entrée sera jamais détruite. Et donc, à chaque fois que tu vas le ramener, tu vas pouvoir créer cette connexion de tunnel avec ta backlane qui va pouvoir jouer safe pendant les 2-3 premiers tours et se projeter à la fin. C'est mortel. By the way, il y a quand même écrit que ce sont les unités qui sont en réserve qui peuvent arriver au milieu de la table. C'est-à-dire que nous on a parlé de la géométrie à 6. On n'a pas parlé de la FEP. Concrètement, ça donne frappe en profondeur à tout le monde. Donc les zoanthropes qui avaient beaucoup de mal à être efficaces parce que c'est pas très difficile de faire un peu de géométrie pour éviter leur FEP leur arrivée de réserve à 6 pouces. Pour expliquer, ils arrivaient forcément à 6 pouces d'un bord du champ de bataille. Donc en fait, c'est très simple. Vous mettez des unités qui avançaient de chaque côté. Le mec, il pouvait plus arriver parce que quand il arrivait par là, il voyait rien à cause des ruines. Voilà, exactement. Et ben là, ça va arriver au centre, accompagné d'une Alpha Blatt là, qui va vous mettre une grosse bidule du warp. Hop, dans la chebou, et puis après, hop, tous les zoanthropes qui touchent à plus 1. Écrasé entre sa chitine et ses couilles. Bah oui. Non, parce que c'est une petite, ça c'est une Alpha Blatt, mais une Alpha Blatt plutôt en longueur, plutôt chibrale. Et donc, tu sais, c'est celle qui fait le flammeur, là, comment elle s'appelle ? Oui, c'est le neurotyran. Le neurotyran. Bon, d'abord, il va vous mettre une bonne grosse ombre dans le warp. Ensuite, il va vous faire tirer ces zoanthropes à 2 rerolls les as, sustain in your cover, avec les angles qu'il veut. C'est surtout ça le truc. Donc en fait, et qu'il veut et quand il veut. Donc vous allez serrer les miches maintenant, hein, parce que ça sera plus du tout la même chose. Et puis après, vous allez avoir un Ruspex que vous aviez l'habitude de mépriser parce qu'il bouge de 8, il a un énorme cul. Tu te dis, lui, tous les jours, je le turbo défonce à la scan avant qu'il m'arrive dans la bouche. Là, il charge à 6 reroll. Bonjour. Voilà. Et puis il est chez toi. Donc, et puis il a plus un PA. Et puis surtout, derrière, t'as tout le reste à gérer en même temps que tout ça. Franchement, je trouve que c'est très très cool et ça donne envie de relire tout le codex tyrannide pour identifier comment ça fonctionne. Eh bien écoute, tu sais quoi, c'est très bien parce qu'on va enchaîner avec maintenant le courroux du rocher, c'est-à-dire le détachement pour les Dark Angels. Et honnêtement, mais c'est que des armées beaucoup trop cool. En fait, Warhammer 40 000 est un jeu de malade avec toutes les armées ont leur propre ADN de jeu et ils nous sortent des détachements qui à chaque fois justement nous redonnent un coup de hype, nous redonnent envie de tout tester. C'est quand même un truc de ouf, quoi. Ce qui pêche un peu, c'est sa communauté, parce que c'est vraiment une communauté. Non, t'es pas prêt là. Où est-ce qu'il va? Où va-t-il? Non, pas du tout. Une communauté. Non, c'est une communauté incroyable. Et là, je trouve qu'on a un éditeur qui est en train de se chauffer. En fait, il est là, il fait du kung-fu avec ses yeux. Il est là, putain, mais je vais vous mettre bien. Exactement. Donc franchement, je suis trop refait. Et là, Dark Angel, on a à nouveau un truc qui était attendu par les joueurs. Est-ce que ce sera top méta? Peut-être pas. Est-ce que ce sera joué? Carrément. Parce que le lion déjà est
turbo swag. Yes, comme tu l'as dit, le lion, on le rappelle pour les personnes qui découvrent cette vidéo avec justement ce détachement, le lion a été buffé, 2 des 3 aptitudes de Primarch ont changé. En gros, maintenant, il donne soit une bulle de relance D1 à la touche et à la blesse à tous les copains qui sont à 6 pouces de lui, ou alors il peut se barrer à sa phase de commandement pour revenir à la phase de commandement suivante. Non, revenir à la phase. Pour revenir à la phase de mouvement suivante. Donc en fait, en gros, il a un blink instantané autonome. Alors certes, il arrive à 9 de toute figurine ennemie, mais il est agent solitaire à 3 pouces d'une autre unité infanterie. Enfin bref, il va être capable de faire plein de choses. Et surtout, vous allez voir que dans ce détachement, il va être encore plus menaçant, puisque, pour le coup, c'est rigolo, on a comparé les différents chapitres. Il hérite justement d'une intervention héroïque, un petit peu comme les Space Wolves dans les anciennes versions. Oui, et un peu comme ce qu'ils ont essayé de faire là dans le détachement Grotmus, Lion's Blade, je crois, donc la lame du lion, où on a une intervention héroïque. Ils l'ont remis, ce stratagème, sauf que cette fois-ci, ça marche vraiment. Yes. En tout cas, la règle d'armée va être la ténacité. En gros, si vous êtes infanterie ou montée, ça tombe bien, c'est soit la Deathwing, soit la Ravenwing, soit le SM générique. Alors, vous allez avoir -1 pour être blessé si la force de l'attaque est supérieure à votre endurance. Alors là, il y a un petit PTSD qui est en train de s'installer chez tous les joueurs qui ont joué contre le Dark Angel. Oh non, ils reviennent. Exactement, ce qu'on appelait à l'époque le transhuman, qui avait toujours, justement, il ne pouvait jamais être blessé mieux que sur du 4 ou tout ça. Là, vous allez aussi le retrouver, mais que sur l'infanterie et ce sera pas du transhuman, c'est du mini transhuman, donc c'est -1 à la force. Donc. En tout cas, pour maintenant vous présenter les améliorations de ce détachement, la première, c'est une aura que vous allez mettre sur n'importe quelle figurine Astartes. Tout simplement, lui et tous les copains à 6 pouces, vous pourrez relancer les tests d'ébranlement et de commandement tout court. Ensuite, on va avoir une arme ancienne qui va vous permettre d'avoir +2 à la force et +1 à la caractéristique de dégâts et à la pénétration d'armure d'une des armes de ce personnage. Ensuite, on va avoir l'assaut Deathwing qui va vous permettre à une unité Deathwing, par contre ça marche pas sur les Terminators, ça marchera que sur les Deathwing Terminator, d'arriver un tour plus tôt. Donc de potentiellement arriver justement tour 1. Attention, il est précisé que c'est à votre phase de mouvement et donc vous ne pourrez pas le faire en arrivée précipitée tour 1. Et enfin, pour de la Ravenwing seulement, la relance des advances et des charges. Ensuite, on va avoir une amélioration qui est l'assaut Deathwing, donc pour figurine Deathwing uniquement. Vous allez pouvoir arriver alors à votre phase de mouvement, donc ça marche pas en arrivée précipitée, mais un tour plus tôt. Donc dès le tour 1 avec une FEP. Il y a un détachement qui permettait de faire ça avec une unité de Terminator et on jouait ce détachement que pour cette règle. Là, Boss Enemy dans un autre détachement, il y avait aussi la FEP à 6, mais pas grave. Et on termine avec comme amélioration le Seigneur de la Ravenwing, donc figurine Ravenwing seulement, c'est la relance des advances et des charges. Je le rappelle, ce qui avait fait pas mal justement de peine, c'est que dans les anciens détachements, quand on jouait Ravenwing, il n'y avait pas d'occurrence d'advance et charge. Vous aviez une amélioration et surtout Samael qui permettait de le faire. Et là, ça tombe bien, vous avez toujours l'occasion de jouer Samael, le chef de la compagnie de la Ravenwing, et aussi vous allez avoir un stratagème, je le dis tout de suite, qui permet d'advance charge. Oui, et qui du coup va pouvoir aussi buffer Samael, parce que Samael, il a des meilleurs fonctionnements si son unité a déjà advance charge, donc ça permet de... Bon, on a affaire à des announcements qui sont vraiment très chouettes, notamment Ancient Weapon, là, donc +1 à la PA, +1 au dommage et +2 à la force. Ça veut dire que concrètement, moi je pense en premier à un capitaine Space Marine qui va être jusqu'à 8 attaques, force 10, un peu comme un Blood Angel, mais PA 3, dommage 3. Donc pas du tout comme un Blood Angel. Donc lui mon gars, il t'attrape, il te découpe, tu le mets dans des intercesseurs d'assaut ou dans des Stern Guard pour pouvoir relancer les blessures contre la cible du serment de l'instant. Lui, il t'envoie sur Saturne. Vraiment kiffant. Maintenant, on va parler des stratagèmes. On va mettre la barre très haut tout de suite. Celui-là, il est trop broken. Et excusez-moi, je vais dire une phrase de joueur je vais dire une phrase de joueur ultramarine. C'est pas Codex. C'est pas Codex, ça. C'est pas écrit par Robot Gilliman. C'est pas Codex. Premier stratagème qui s'appelle la justice inescapable. Ça vaut 2 PC sa mère. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais là je craque. À n'importe quelle phase, une fois que la cible de votre serment de l'instant est détruite, vous pouvez pour 2 PC choisir une unité ennemie à 12 pouces et visible de votre unité qui va déclencher le stratagème et avoir une deuxième unité sur serment de l'instant. C'est la règle de Robot Gulliman. Ce qui est trop fort, et ce que je me kiffe, c'est qu'en plus de ça, c'est une unité caractère. C'est-à-dire qu'il y a un de tes personnages qui, une fois qu'il a vu que le serment de l'instant était détruit, il fait « Ah !» Là, lui là. Et ça c'est trop cool, c'est énorme leadership et ça veut dire concrètement que tu vas pouvoir jouer des armées hybrides qui vont péter les trucs au tir et ton personnage qui s'était avancé vers sa cible avec ses potes pour lui péter la bouche, il va redonner serment de l'instant.
au hasard, le capitaine Dommage 3, qui aura besoin du serment de l'instant parce qu'il va vouloir relancer les touches, et ben lui, il va pouvoir vous le faire pour un PC, parce que c'est gratuit. Enfin, c'est moins un PC avec un capitaine. Donc le petit combo là, il est déjà bien identifié, c'est quand même pas mal. Ensuite, on va avoir la volonté de Lionel Johnson pour un PC. Ça s'utilise à votre phase de commandement. Vous allez choisir une unité Astartes qui est à portée de mêlée d'une unité ennemie, et celle-ci va avoir plus un dossier. C'est golden pour voler un objectif. Encore une fois, c'est très 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 bon. Et ou le garder. Les deux, oui, puisque c'est les deux phases de commandement. Oui. Et si jamais vous avez ni le mot-clé Deathwing, Ravenwing ou véhicule, alors en plus de ça, vous allez avoir plus un pour toucher. Bah écoute, moi je trouve que c'est un stratagème qui est très cool. On l'avait déjà vu dans, je veux pas dire de bêtises, mais Tactical Brigade en orc, et c'était très fort parce qu'en gros, même quand tu perdais un petit peu le combat, quand tu t'envoyais une unité pour contester, et ben hop, au moment de la phase de commandement adverse, tu payais un PC et t'augmentais ton objectif contrôle. Pareil, quand ton adversaire faisait un mouvement de contestation vers toi et que tu trouvais le moyen de soit de faire une intervention héroïque, soit que tu étais engagé, et ben tu pouvais rebooster un petit peu, doper ton objectif contrôle pour garder ton objectif. Par ailleurs, du coup, il est juste amélioré du plus 1 pour toucher si tu es un peu un Space Marine vanille. Je sais pas bien dans quelles conditions ça va fonctionner. Ça veut dire concrètement que tu cherches à rester au corps à corps et du coup tu vas te chiffonner un peu mieux, mais comme tu es un Space Marine vanille, je sais pas bien dire. Ne serait-ce que de façon offensive ou défensive pour les contrôles des primaires, c'est magnifique. Voilà, rien que l'OC c'est déjà magnifique. Le plus 1 pour toucher, je sais pas quand est-ce que ça va être utilisé, ça risque d'être un peu anecdotique, tu vas pouvoir toucher à 2 avec tes pistolets, mais sinon, beau gosse. Voilà. Yes, juste pour enchaîner, on a parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un stratagème qui permettait donc Advance et Charge, et dans la continuité, si vous avez le mot-clé Ravenwing, vous allez avoir le Advance Charge et le Charge après avoir désengagé, par rapport à celui-là. C'est même Advance Tire Charge. Ouais. Et là, il donne fallback tir charge. Tout à fait. Ensuite, on a l'armure du mépris dans ce détachement. Donc, le fait sur une activation d'unité ennemie de déprécier la pénétration d'armure de 1. On le perd dans beaucoup de détachements, donc c'est pas mal de l'avoir. On le perd dans les Space Wolves là désormais. Donc, mais oui, c'est bien. On est un Dark Angel quand même, donc on a envie de tanker. Yes. Ensuite, on va avoir la relique d'un âge sombre. Pour un PC, ça s'utilise à la phase de tir. Unité infanterie ou de moto va être capable d'avoir plus 2 à sa force à distance. Écoute, ça c'est un peu un retour d'un stratagème ou d'une aptitude bien connue chez les Dark Angel qui sont supposés avoir des armes à plasma qui sont dégâts faire 3. Donc jusqu'à présent c'était plutôt des augmentations de dommages. Là ils nous disent vos plasmas vont passer force 10. On est sur quelque chose de très identitaire, donc j'aime bien. Est-ce que ça va nous encourager à rejouer des Hellblaster pour autant ? Peut-être des Hellblasters à l'intérieur Tu penses à ça ? Les Black Knight, tout simplement. Les Black Knight. Ça balance quand même du tir, après c'est jumelé. Et les Black Knight, effectivement, parce qu'ils ont aussi désormais une véritable utilité dans le corps à corps. Donc tu peux vraiment les engager. Ils font des dev wounds derrière, c'est assez intéressant. Puis on l'a vu, tu peux advance charge. Pourquoi pas chez les Black Knight ? Est-ce que tu auras le PC pour faire plus de la force ? Faut voir. Des plasmas à l'intérieur d'un petit véhicule impulsor. Ça peut toujours faire un peu rigoler, tu les as force 10, pourquoi pas. On a déjà vu aussi 10 Hellblaster être le chausson de Azrael, puisqu'il leur donne une vue à 4. Donc pourquoi pas aussi. Bon, c'est pas mon stratagème préféré, c'est pas celui qui m'excite le plus. Celui qui m'excite le plus, c'est le suivant. Yes, c'est l'agression Léonie, niveau 1 PC, il s'utilise à la fin de phase de charge adverse. Et en gros, je le rappelle, aujourd'hui vous avez un stratagème générique qui s'appelle la contre-charge, mais il faut qu'une unité ennemie ait terminé un mouvement de charge à 6 pouces d'une de vos unités. Là, il faut pas qu'elle ait fait un mouvement de charge. Il faut qu'elle y soit à 6 pouces. Donc, en réalité, c'est 3 pouces de n'importe quelle unité Astartes ou 6 pouces si celle-ci a le mot-clé Deathwing. Et pour un PC, là où chez d'autres armées, c'est 2 PC, vous allez pouvoir la charger. C'est vraiment très fort et surtout, ça synergise extrêmement bien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, Lionel. Ouais. Parce que Lionel, petite revendication, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'observe que je ne suis pas écouté. Lionel n'est pas Deathwing. Alors que Lionel devrait être Deathwing et Ravenwing. Foutez-nous la paix. Bon, il n'est pas Deathwing. Mais du coup, il a un gros cul et il peut avaler l'objectif avec son huc. Et donc, vous pouvez le mettre sur l'objectif. Il a la frappe en profondeur, donc avec sa nouvelle aptitude de primarque, vous le mettez au centre d'un objectif. Voilà. Vous le mettez potentiellement à 3 pouces d'une autre unité infanterie qui peuvent elles-mêmes être agents solitaires parce que c'est complètement con. Et il sera agent solitaire, la personne va se rapprocher potentiellement à moins de 12, mais s'il veut aller sur l'objectif, il sera forcément à moins de 3. Et résultat, à la fin de la phase de charge, vous le chargez et vous lui balancez. C'est 16 patates. 6 moins 3, 2. Ouais, c'est 16 patates, c'est ça ? Ouais, 16 patates. Il vend-il, hein ? Sustain.
Ouais. 6 moins 3, 2, ou 8 attaques, 14 moins 4, 4 létal. Donc 8. Excuse-moi, on n'attend pas moins d'un Primark. C'est un Primark, et c'est surtout un dueliste hors pair, donc le fleuve quoi. Non, bah écoute, non, moi je trouve ça trop cool. J'ai envie de jouer ce détachement. Je sais pas dire s'il sera fort, mais j'ai envie de le sortir au moins une fois en compétition, tu vois. Du coup, je sais dire qu'il sera au minimum jouable et vraiment très opérationnel, et surtout max de fun, parce que le lion, plus les héroïques interventions comme ça, on a envie de le jouer de façon un peu hybride, parce qu'on a dit qu'on pouvait changer de cible avec le serment de l'instant une fois qu'on a tué. On a envie de jouer un maximum d'infanterie, parce que on va tanker tes intercesseurs lourds par 10, mini transhuman, et eux, hop, plus un hit si jamais ils sont sur un objectif engagé au corps à corps. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, Endurance 6, 3 PV, magnifique. Écoute bien le combo. Tu te laisses engager. Plus 1 pour toucher. Et plus 1 à l'OC. Tu t'es organisé pour être engagé avec des mecs qui ont des pistolets. Avant. Les mecs qui ont des pistolets tuent ta cible. Enfin, le mec qui t'a engagé. Et là, tu touches ton adversaire à 2 avec ton pack de 10 intercesseurs lourds. Et là, le gars était pas prêt. Alors, et là, en fait, je pense qu'il avait les 48 pouces de la table pour s'y préparer. Quoi. Il était pas prêt du tout. Mais non, il était pas prêt. Et là, hop, Yugi, tu es tombé dans la carte piège. Terminé. Voilà. Non, mais moi je te propose des. Il y a une empreinte de Je te propose des gameplays pour jouer tes modèles de merde. La merde, t'écoutes rien. Et les amis, il nous reste à voir le détachement pour les Chaos Space Marine. Alors déjà, ils avaient pas mal de gameplay grâce à leur codex. Là, ils ont justement le détachement des cabales du chaos. La règle, elle va être assez simple. Vous allez débloquer dans votre armée 2 aptitudes. La première, c'est que toutes les unités qui vont être à 9 pouces d'un sorcier Chaos Space Marine vont avoir plus 1 à la force de leurs armes à distance. Et le deuxième effet, c'est que toutes les figurines qui vont être à 9 pouces d'un prince à pied ou volant vont avoir plus 1 à leur pénétration d'armure au corps à corps. Plus 1 en force au tir quand on est à côté d'un sorcier, qui donne à son pack, d'ailleurs le sorcier générique, moins 1 pour être touché. Voilà. Et plus 1 à la PA. Putain, c'est fort. Pour les princes. C'est fort. Et on rappelle souvent que les princes ont agent solitaire à 3 pouces d'unité infanterie maintenant. Oui, maintenant ils ont été adaptés. Écoute, moi je trouve ça fort, je trouve ça intéressant, surtout qu'on se retrouve dans quelque chose d'hybride qui correspond quand même pas mal j'ai l'impression, à ce qui peut être attendu chez un Chaos Space Marine maintenant. Donc concrètement, les paliers dont on parle, c'est les autocanons des Predators vont passer force 10, les Lascans vont passer force 13. Ça veut dire aussi que les corps à corps, donc Chosen et autres joyeusetés de ce type-là, vont passer plus 1 à la PA. Ça rigole pas, ça veut dire que les princes démons eux-mêmes vont passer PA 3, dommage 3. Ça gifle, et en fait, on avait le détachement Raider qui était joué pour 2 choses. D'une part, son kit de stratagème qui peut être un peu tricky, mais aussi parce qu'il donnait plus 1 à la PA sur les objectifs. Voilà, tu donnes plus 1 à la PA à des bulles de 9. Ouais. Les 9, c'est sympa comme taille de bulle, parce que ça veut dire que tu mets une putain de galette de 18 pouces. Pas mal. Ouais, complètement. En tout cas, au niveau des améliorations, la première, ça va être touché par le warp. En gros, ça va permettre à n'importe quelle figurine hérétique Astartes d'obtenir le mot-clé psycheur. Donc, de proquer tout ce qu'on vient de se dire. Ça veut aussi dire qu'un prince démon peut être sorcier et donc avoir la double bubble. Oui. Et on aime les double bubbles. On aime les double bubbles, mais oui, tout à fait. Ensuite, on va avoir l'œil de Zdesh. Oh non, il s'est fait rire tout seul, parce que j'avoue que le nom est débile. Ensuite, l'œil du Sgeg, c'est ça, il a pensé à ça. Pas du tout. Si. Je pensais à l'anus de Dletch. L'anus de Dletch. Ah oui. J'ai défoncé le cul de Dletch, j'ai défoncé. Mais on est en Chaos Space Marine. Le mec, il est parti. Je vous montre, j'ai des vidéos. On peut la garder, moi j'assume totalement. Un peu trop trash, celle-là. J'essaie de 2025, ça va être de la maturité. De la maturité. Et de la moula. Donc c'est la maturité finalement. Ensuite, on va avoir comme relique l'œil de Zdesh qui va être mis sur n'importe quelle figurine hérétique Astartes, et pour que lui et l'unité qui le rejoignent aient un mouvement scout 6. Ça, c'est fort. C'est fort parce que ça permet de se dire, tiens, on est en train de retrouver ce qu'on aimait bien chez les Chaos Space Marine, c'est ce que les fameux ACDC, donc les Accursed cultistes. Dans le détachement des dédiés aux Accursed cultistes, tu as un scout. Et ça fait que tu as des cultistes extrêmement rapides. Là, tu vas avoir des cultistes extrêmement rapides. Enfin, scout 6, qui vont pouvoir le tour d'après, advance charge, ou le tour encore après. Et dès qu'ils restent à 9 de leur petit prince, plus 1 PA. Donc ça crée vraiment des
des mécanismes intéressants à regarder, à mon avis. Ouais, ensuite, t'as une épée qui est uniquement pour sorcier, par contre, qui donne lance à l'unité qui le rejoint. Ça fait pas rire non plus, quoi. Absolument. Alors après, je sais pas trop dans quel cas on va le faire. D'ailleurs, on n'a pas parlé des psycheurs parce qu'on avait oublié, mais il y a un psycheur qu'on a oublié, c'est la Dark Commune. La Dark Commune a le mot-clé psycheur. Ah ouais, t'es sûr ? Oui, Attends, absolument. Tu peux dire, les psycheurs vont avoir... on va retrouver plusieurs psycheurs, le psycheur de base, le psycheur en armure Terminator et le psycheur de la Dark Commune, si tu veux le dire. Pour les psycheurs, on va penser évidemment aux sorciers qui sont un peu notablement nuls, à part peut-être le Terminator qui lui permet d'améliorer la PA au tir, donc on va pouvoir avoir encore des mécanismes de PA tir et close, je crois, il me semble d'ailleurs. Et on a aussi la Dark Commune. Et donc la Dark Commune, jusqu'à présent, c'était plutôt un boulet de se traîner ça, parce que tous les mecs qui avaient des anti-psy vous défonçaient. Là, vous êtes content, parce que la Dark Commune que vous voulez protéger, donc vous mettez plutôt à l'arrière, va faire une bulle de 9 pouces pour que les Predators tirent à force plus 1. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de lui donner lance, parce que tu la joues dans des ACDC, et ils ont 2 bases, plus homeless. Et on va terminer, les amis, avec l'avatar infernal, trop cool. Mis uniquement sur un prince démon à pied ou ailé, ça on va augmenter de 2 sa caractéristique de force, et de 1 encore par rapport à son aura, donc sa pénétration d'armure. Lui, ça va être une véritable machine à peindre, parce que si on réfléchit bien, il va faire des attaques force 10, PA -3, donc -4, parce que lui-même, dommage 3. Voilà. Lui, vous n'avez pas une invue, il vous traverse, quoi. Donc, intéressant. Alors, pour clôturer sur la règle de détachement, on commence déjà à entrevoir des petits combos intéressants de type plus 1 à la PA avec votre prince démon à 9 pouces, mais vous avez aussi un sorcier Terminator que vous allez jouer, que vous jouiez déjà avant, qui va arriver en fond de cours pour donner les bulles, mais qui du coup va aussi attribuer un plus 1 à la PA, tir et close sur la cible qu'il voit sur un 2+. Ça, c'est son habilité, c'est son pouvoir psy. Sur un 2+, ça fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, vos Dark Communes, si vous avez décidé d'attaquer votre adversaire avec des ACDC, vont être PA +2. Ça, quand vous allez avoir des mutants qui vont vous toucher, vous blesser à +1 et PA 3, dommage 2, ça a couiné, hein. Donc, franchement, je trouve ça intéressant. On enchaîne ensuite avec le kit de stratagème de ce détachement. Le premier, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un insensible à la douleur à 5 contre les blessures mortelles. Toujours bien, toujours ok. Yes, ensuite ça va vous permettre, celui-là il est très très fort, puisqu'à votre phase de mouvement, vous allez pouvoir choisir une unité qui sera à 9 pouces, soit d'unité psycheur, soit d'unité prince démon, et vous allez pouvoir soigner cette unité de D3 plus 1 point de vie, et si elle est ligne, alors vous allez pouvoir ramener D3 modèles. C'est pas mal parce que vous aimez bien jouer des légionnaires en KO, et ramener des 3 légionnaires c'est cool, soigner des 3 plus 1 PV à un prince démon qui met des tartines, c'est cool aussi. Donc franchement, j'aime bien. Ensuite, vous allez avoir la mutation maudite pour un PC à la phase de tir. Vous allez choisir une unité ennemie qui sera à 12 pouces d'un psycheur et vous allez jeter un dé et appliquer un certain nombre de mortels. C'est un petit smite qui est un tout petit peu en dessous en moyenne d'une grenade, mais ça vient en plus surtout. Et donc vous mettez un gros smite et ça fait ça, comme ça a l'air moyen. Quand on commence à jouer à ce jeu, on voit pas trop l'intérêt des grenades et de stratagème. Mais en fait, ça permet d'optimiser vos activations de tir. Il reste 2 PV à cette unité, elle doit mourir. Vous activez un Predator avec 2 tirs de lascan et des autocanons, ou vous la smitez et vous faites le Predator sur une grosse unité. Bon c'est ça qui se passe. Yes, ensuite, Soul Seeker pour un PC à votre phase de tir, une de vos unités va pouvoir à distance ignorer le couvert. Toujours bien, mais c'est un peu faible. Je trouve que pour un PC, c'est peu d'effets pour un PC. Oui, aujourd'hui on a plutôt, on l'a vu d'ailleurs à la concurrence, c'est en général c'est tout soutenu plus ignore couvert. Par exemple. Mais après, c'est l'équivalent d'un -1 à la PA supplémentaire au tir. Exactement, c'est aussi pour ça je pense qu'ils n'ont pas voulu trop exagérer, parce que, mais bon, oui. Ensuite, pour un PC, on va avoir un stratagème d'advance charge. Pour infanterie. Excessivement fort, il le fallait, mais c'est excessivement fort en CMC. Hein. C'est excessivement fort. Vous avez vos ACDC qui peuvent advance charge de base s'ils utilisent leur pouvoir, mais parfois vous avez envie de les engager en positionnement avant d'utiliser leur attrition, et donc pouvoir les engager en positionnement sans avoir à cramer leur berserk, en gros, c'est fort. Et puis derrière, tout ce qui est légionnaire. C'est surtout les légionnaires qui vont vouloir advance charge avec des petits chaos lord dedans. Et un prince démon qui fait des tartines, advance charge. Bon, ça fait pas rien. Non. Et on va terminer avec le nuage du chaos qui vaut 1 PC. Celui-ci va s'utiliser par contre en préventif, c'est-à-dire qu'il s'utilise au début de la phase de tir. Vous allez l'appliquer sur un Seeker ou un prince démon, et tout le monde à 6 pouces de lui va avoir discrétion, c'est-à-dire -1 pour être touché. C'est pas mal, ça permet de réactiver une aptitude qu'on a notamment sur les princes démons de Tsench, donc
en Thousand Sun, ça permet de se dire qu'on a une backlane de tir, un parking, ou en tout cas notre artillerie qui va être un peu préservée, ou au contraire de jouer un gameplay très agressif et très swarm avec nos ACDC, et puis des coups des Accursed en swarm qui sont -1 pour être touchés, un vue à 5, tout ça c'est chiant. Hein. Je trouve ça très riche en termes de règles, pour permettre désormais aux experts de ce codex de vraiment s'amuser. Je trouve que les conditions sont réunies pour qu'il se passe des choses sur les 3 détachements. Celui qui m'a l'air d'être obvious, c'est le Tyrannide qui va donner lieu à des gameplays dingues et puis surtout un plaisir de jeu max. Et à l'affronter, ça sera peut-être parfois un peu fort si on ne sait pas s'en prémunir en faisant des cordons. Encore une fois, c'est moins con que la Death Guard, parce que le problème de la Death Guard, c'est qu'il fait ça à distance. Donc en fait, en gros, toi, tu fais tes devoirs, tu fais tes petites bulles de 9, donc de 18, de 2 unités, plus la taille d'un socle. Lui, il dit, bah non, regarde, celui-là, ça sera 6. Il n'y a pas de high skill, high reward. Il y a juste pas autant. T'es mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très fun. Là, au moins, en Tyrannide, il suffit de screen, et quoi qu'il arrive, tu verras l'autre arriver. Voilà. Par contre, ça va en effet développer un gameplay anxiogène, et on aime ce qui est anxiogène quand on joue Tyrannide. Bah oui, on est quand même là pour manger de la biomasse. Donc non, franchement, je suis très 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 content de ces 3 détachements. Je trouve qu'il y a un vrai gros travail, à la fois pour du côté identitaire et donc pour écouter les attentes des joueurs, mais aussi sur des mécanismes. Parce que parfois, quand on écoute juste les attentes des joueurs, ou juste pas tant les attentes des joueurs, mais le côté fluff et l'identité ou le thème, parfois quand on écrit des trucs qui sont juste basés sur le thème et qui fit bien avec le fluff, on les voit pas sur table parce qu'en fait ils sont pas opérants. Ceux-là, je pense qu'ils ont tous le niveau pour être vus sur table en compétition. Certains certainement plus que d'autres toujours, mais j'ai envie de tous les affronter, j'ai envie de voir les experts de chacun proposer des builds dans chacun de ces trucs, donc c'est fort. C'est sympa parce que quand tu dis ça, en général, tu sais, quand ça passe, on va dire, la frontière du compétitif, c'est que c'est suffisamment bon et bien écrit pour peut-être parfois trop con, mais en plus, tu sens qu'il y a aussi la vraie patte de l'ADN de l'armée qui a été pris. Ouais. Enfin, on parle de tunnelier pour les Tyrannides, on parle de synergie avec les Dark Angels, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très très cool. Après, moi, je suis pas un joueur Tyrannide, je suis pas un joueur Chaos Space Marine, donc quand je me réjouis de l'écriture du codex, tu peux t'assurer que c'est pas parce que c'est pété. Ouais. Quand c'est pété en fait en compétitif, on est un peu dégoûté parce qu'on dit oh, putain, on va devoir se fader cette merde. Pendant 3 mois. Voilà. Donc même quand c'est le tien, tu sais que tu vas te faire insulter, du coup ça va pas. Donc là vraiment je suis content. Et ça veut dire que du coup c'est fort et que c'est bien écrit. Yes, globalement, bilan de cette data slate, elle est magnifique. Oui. Globalement, on a vu qu'il y avait des change rules qui étaient intéressants et qui harmonisaient le jeu, notamment au niveau des points de commandement. Pourquoi certaines armées en avaient un par tour alors que les autres c'est un par round. Parfois un petit peu trop de PC aussi au niveau des ultramarines. Mais tout ça a été rééquilibré par un robot de Gilliman au rabais à 320 ou 325 points. Et en plus, mine de ça arrive en même temps qu'une saison qu'on ne peut pas se procurer. En tout cas, on espère qu'elle va vite être disponible, soit par justement de l'associatif, soit par un reprint de Game Workshop. Mais qui, encore une fois, et c'est les mots de Game Workshop, arrivent avec sur la même page tous les joueurs réunis entre les compétiteurs, les casuals et les narratifs. Le jeu asymétrique, c'est de la bombe atomique. Et moi, là, ça me donne envie de retester toutes les armées que j'ai. C'est trop bien. Franchement, arriver en quelques changements... Après 2 ans de version. Après 2 ans de version, avec une datasheet pour le Tyrannide et un nouveau détachement, à se dire, bon, en fait, il va falloir réapprendre à jouer contre le Tyrannide. Le joueur Tyrannide, il va dire, bon, il va falloir que je relise tout mon codex. Ça, c'est dingue. En Space Marine, je le fais tout le temps également parce que c'est un peu la caractéristique du Space Marine. Comme tu as des nouveaux détachements partout, des nouvelles datasheets partout, tu te poses la question de qu'est-ce qui se passe quand je plonge l'un dans l'autre et l'autre dans l'un. Mais là, c'était pas évident de le faire avec le Tyrannide, c'était pas évident de le faire avec le Tau. Le Tau, énorme changement de dingue. Donc tu dis, bon, attends, il va falloir tout regarder parce que désormais, si on n'avait jamais envisagé le MSU, parce que le MSU, il faisait chier. Ça veut dire que, parce que tu devais avoir des multiples targeteurs, puis tu devais aussi pas bénéficier des effets des stealths, donc tu étais toujours très obèse. Là, on va pouvoir faire autre chose. Donc on doit tout regarder à nouveau. Chaos Space Marine, pareil. Tu dis, bon, en fait, je croyais connaître, mais là, maintenant, il y a un nouveau détachement. Et puis, il y a Vashtor. J'avais écarté immédiatement les machines démons. Il va falloir retourner au travail et regarder ce que ça donne. Alors, franchement, il nous gâte. Hein. Je suis ravi. Quand je lis ça, je me dis, bon, ok, ils font vraiment attention à ce qu'ils écrivent. Pas trop inquiet par rapport au championnat du monde là, qui sera en mois d'août, parce qu'en fait, vous devez tout apprendre aussi. Aussi bien au niveau des scénarios que maintenant au niveau justement de nouvelles méta. Là, pour le coup, toutes les cartes vont être distribuées. En fait, je suis d'accord avec toi, mais si tu as confiance en tes aptitudes, tu préfères une méta à découvrir où tu penses pouvoir faire la différence qu'un truc où il n'y a plus qu'à jouer des choses déjà établies, écrites par d'autres, où effectivement, certaines différences de talent
peuvent se gommer un petit peu. Bien sûr. Là, moi je suis tout à fait confiant. Les joueurs de l'équipe de France, c'est des très très bons joueurs. C'est champion du monde, mais c'est aussi des très bons joueurs KO en particulier. Et donc là, on a beaucoup de codex KO, donc ça c'est plutôt un point fort pour nous. Et puis on a des très bons list builders, des gens qui sont très créatifs, qui n'ont pas peur et qui ont une vision du jeu qui est assez fraîche, qui est celle de la vision des dernières saisons, V9, V10, parfois un peu V8. Pas la vision du jeu d'avant ça, où on cherche les combos, on cherche des stars, on cherche le tir. Non, on a des très gros joueurs de corps à corps, des joueurs très nerveux, très agressifs. Donc non, moi je pense que c'est le fait, de toute façon, on se pose la question cette année. Chaque année avant le WTC, il y a plein de choses qui changent. Il y a une data slate, parfois il y a une nouvelle saison. Bon, mais là, moi, plus il y a de changements, meilleur on sera. D'accord, bon, en tout cas, les amis, si vous êtes un joueur de Warhammer 40 000, il fait très très beau. Oui. Puisque gros kiff. Un grand merci à toi justement pour tout ce travail, de tout débroussailler, de tout présenter. C'est une vidéo qui va donc être assez longue, dans laquelle on n'a pas voulu juste split les détachements et ainsi de suite. On a tout mis dedans, mais elle va être structurée par la Timecode. On espère clairement en tout cas que vous l'aurez aimé. Encore un grand merci à toi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aller sur le Tipeee pour nous supporter et nous soutenir, et les amis, on ne peut pas vivre sans vous, donc n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit lien que je vais mettre en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.